Donc j'espère que vous êtes bien installés avec papier et crayon pour prendre des notes. Ça va être, vous allez voir, mais prenez bien des notes et c'est hyper intéressant. Donc on va parler de Google Analytics. Pour poser vos questions, donc vous pourrez le faire via l'onglet Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Ce sont les deux petites bulles. Et puis vous avez l'onglet discussion aussi que vous utilisez parfaitement. Donc je ne vais pas le redécrire, vous le connaissez bien maintenant. Et on va passer sur l'équipe régionale. Donc, c'est une redite pour ceux qui nous ont suivis déjà cette semaine, mais on va la remettre quand même pour vous expliquer qu'on est vraiment une équipe régionale, donc présente dans chaque département de Bourgogne-Franche-Comté, avec des compétences différentes. Et c'est ça qui fait notre force. Donc, on peut s'appuyer sur chacun des membres de notre réseau et de notre équipe pour répondre à vos questions. On remettra en fin de présentation le ou la slide avec nos coordonnées si vous voulez voilà, plus d'infos, du détail ou que vous avez besoin d'aide pour les thèmes du numérique. Voilà, on est à même pour pouvoir vous accompagner sur ces différents sujets parce que c'est vaste quand même. Voilà, ici, quoi. On met les coordonnées, on les remettra tout à l'heure. Ouais. Et donc, on sait quoi. Mélodie nous a présenté ou a représenté très rapidement l'équipe. On va traditionnellement, on fait un petit questionnaire juste avant de commencer. Ça vous permet de faire connaissance et de poser une question un petit peu spécifique pour ce webinaire. Donc, de quel secteur d'activité vous êtes? Alimentaire, bâtiment, fabrication, service. Est-ce que vous avez déjà un site internet, site e-commerce, vitrine ou pas encore? Et ensuite, si vous avez un site internet, est-ce que vous avez mis en place un outil d'analyse de fréquentation de son site internet? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Et puis, ça permettra aussi à Pierre de connaître un petit peu les auditeurs et pour adapter l'intervention. Alors, on attend encore quelques secondes. Ça me permet de répondre du coup à la question de Nadia qui pose intense, point d'interrogation. Intense, c'est toujours très très relatif. Là, on va pas parler configuration avancée. L'objectif de cette conférence, c'est vraiment une conférence d'introduction. On va plus parler de ce qu'est l'analyse de données, ce qu'est une donnée qualitative, quantitative, ce qu'on peut en faire. Donc c'est vraiment plus à ce niveau-là, on ne rentrera pas dans la technique à proprement parler, si ce n'est quelques slides où je vous montrerai l'interface Google Analytics. Allez, je vais mettre fin au sondage. J'ai vu qu'il y a une personne ou deux personnes qui ont des problèmes de validation. Ce n'est pas très grave. Ça va nous donner un petit peu la tendance. Vous êtes 12% du secteur de l'alimentaire, 59% dans le domaine de la fabrication, 29% pour le service. Vous êtes 35% à disposer d'un site vitrine, 24% à disposer d'un site de e-commerce et 41% qui n'ont pas encore de site internet. Et 35% utilisent Google Analytics et 65% n'utilisent pas. Donc voilà, c'est Google Analytics ou pas. Allez, d'accord. C'est souvent le cas aujourd'hui en France. Voilà. Sachez d'ores et déjà, et je vais me permettre de dire ça en introduction, que vous pouvez utiliser plusieurs solutions d'analyse de données en même temps. Elles fonctionnent différemment et moi je vous inviterai même à le faire parce qu'on peut obtenir différents types de données avec différentes interfaces. Voilà. Ben Pierre, je vais te laisser reprendre la main. Je vais arrêter mon partage et tu vas pouvoir partager ta présentation. Normalement, c'est bon. Vous devriez donc voir mon écran. C'est bon. Et je vous propose de commencer. Alors, désolé, je commence par un chat. Vraiment désolé. Donc moi, je m'appelle Pierre. Je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Google Analytics. Donc c'est vraiment une conférence d'introduction. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui étaient déjà présentes à d'autres conférences qui ont pu être animées par les ateliers numériques Google. J'espère que je ne sais pas trop quoi faire. Ok, ben nickel, Nadia, j'espère que ça répondra à vos questions. Je vais vous présenter rapidement le programme pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Google Atelier Numérique, c'est un programme qui fête ses 10 ans cette année, qui a 5 ateliers physiques en France. Moi, je dépends de celui de Saint-Étienne, donc c'est nous qui intervenons de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à la région PACA, jusqu'à l'ouest clermontois et la frontière italo-allemande ou italo-suisse.
Nous avons lancé une chaîne YouTube qui porte le nom du programme pendant la période de confinement. Nos ateliers ont fermé, hein, comme la plupart des commerces ou entreprises en France, sur laquelle vous pouvez trouver 4 lives par jour, du lundi au vendredi. Alors là, les vacances arrivent, donc les lives seront peut-être moins fréquents. Ces lives sont mis en privé après, mais n'hésitez pas à aller à vous rendre sur cette chaîne YouTube pour reparticiper à certains lives que vous avez peut-être vus directement en CMA ou encore poser d'autres questions. N'hésitez surtout pas. Les formations sont toutes données en CMA ou chez des partenaires au sens extrêmement large par des coachs Google, ce qui est mon cas. Je travaille à plein temps pour ce programme depuis 3 ans et j'ai passé avant ça les 10 dernières années à faire entre autres de l'analyse de données, mais principalement du référencement naturel, que ce soit pour des sites vitrines ou des sites e-commerce. Le principe du programme est simple, il se veut sans frais et accessible. Sans frais, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à débourser, que ce soit pour les entretiens personnalisés sur YouTube ou encore lorsque nous intervenons auprès de partenaires. Et accessible à tous, ça veut dire que je dois faire un maximum de vulgarisation. Moi, mon objectif, c'est que vous repartiez avec un maximum d'informations. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions si vous avez n'importe quel doute, si je laisse glisser un anglicisme que je n'aurais pas expliqué. Surtout, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans le chat. Mon objectif est vraiment de vous apporter de l'information. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser des solutions d'analyse de données, analytics ou autres, et que vous voulez bien évidemment partager vos remarques, n'hésitez pas à le faire dans le chat également. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 choses. La première chose, c'est comprendre quelle est la démarche pour faire de l'analyse de données, puisqu'avoir des chiffres, c'est bien, mais avec des chiffres, on ne fait pas grand-chose si on s'en arrête là. Donc il y a une démarche à suivre pour avoir une analyse correcte. Dans un deuxième temps, on va s'arrêter sur l'interface de l'outil Google Analytics. Alors, il faut savoir que chez Google Analytics, ou dans Google Analytics, il y a 2 versions, ce qu'on appelle des propriétés. Il y a Universal Analytics, avec des codes UA, qui, elle, va disparaître en été 2023, et malheureusement ou heureusement, c'est celle dont je vais parler aujourd'hui. Il existe une nouvelle version qui a été mise à disposition, qui est sortie de sa version bêta, qui s'appelle Google Analytics 4, et sur laquelle nous avons une autre conférence qui est vraiment dédiée au sujet. Et puis dans un troisième temps, on va voir comment obtenir des données quantitatives et qualitatives sur votre site internet. Des données quantitatives et qualitatives, c'est radicalement différent, on ne les obtient pas de la même façon, on ne va pas les obtenir aussi simplement et on ne va pas pouvoir les analyser de la même façon. Donc pour commencer, rapide question, selon vous, en 1 seconde, combien de données générons-nous? Alors je vous laisse me répondre par A, B, C ou D dans le chat, ça vous évitera de copier le chiffre. On parle de gigabits. Le gigabit, c'est un ordre de grandeur, un peu comme on a le kilo pour le poids, sur de la donnée, à savoir qu'un CD c'est 750 mégas, 1000 mégas c'est 1 giga. Alors on a du D, du C, du C, du C, du C, du D. Alors j'ai beaucoup de bonnes réponses, c'est effectivement la C. Au pif, comme quoi, je ne sais pas ce que vous aviez répondu, Nadia, mais le pif, de temps en temps, ça marche. Bon, là, vous aviez 25% de chance, hein, vu qu'on va parler de données, faisons un pourcentage, une chance sur 4, 25% de chance. C'est effectivement 29 000 gigabytes par seconde, mais selon vous, qu'est-ce qu'une donnée qui rentre à l'intérieur de ce chiffre? Et là, la question est peut-être un peu plus piège, puisque je vais vous laisser un champ libre de réponse dans le chat. Selon vous, d'où sont issues ces données? Ah, je veux le point d'interrogation de Michael. Effectivement, c'est c'est une question qui est un peu plus complexe. Ça peut être de la navigation. Réfléchissez à tout ce qui touche le numérique. Si je vous dis puce RFID aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? C'est des puces électroniques qui permettent le tracking, le suivi par exemple des colis dans des entrepôts. Si je vous parle photo que vous avez pris avec un appareil photo, c'est stocké, le fichier est numérique, il est stocké, il est généré au moment où vous prenez une photo. Là aussi, ça va être de la donnée.
Les activités sur Internet, bien évidemment, notre historique, les sites qu'on visite, nos activités sur les réseaux sociaux, nos échanges, le e-commerce, nos documents professionnels ou personnels aussi. Aujourd'hui, je valide moi, mes impôts sur Internet, je reçois un fichier avec ma déclaration. Désolé, hein, c'est ce qu'on a fait récemment. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Ça aussi, c'est des données. Donc des données, il en existe de plein, il y a beaucoup de sources, entre guillemets, pour des données. Et puis après, il existe plusieurs types de données, qualitatives et quantitatives, mais aussi personnelles ou non personnelles. Je vois Vincent qui nous dit, Henri qui nous dit le pixel, oui, tout pixel généré est une donnée. Euh, on en fait beaucoup sans le savoir. Oui, tout à fait, Isabelle. C'est pour ça, 29 000 gigas, on se rend pas compte de la quantité de données que c'est, mais ça fait combien? 15, 7, ça fait 35 000 CD remplis toutes les secondes. Donc vous faites une pile de 35 000 CD. Je ne sais pas combien fait un CD en hauteur, on va dire un demi-centimètre. Ça fait 17 000 centimètres. Ça fait vite une pile qui est extrêmement importante et toutes les secondes. Déconnecté, connecté ou non, puisque dès qu'on est connecté, on va avoir de la transmission de cette donnée. Mais si moi je prends une photo avec mon appareil photo, la donnée elle est générée déjà, même si je ne suis pas forcément connecté à Internet. Lorsque j'utilise un GPS, ma localisation par exemple est une donnée qui est envoyée pour pouvoir trouver ma position et me donner un itinéraire. Et Mickaël nous dit trop fort Google, alors attention, c'est pas 29 000 gigaoctets de données qui sont ni générées ni reçues par Google. Hein. Là, on parle de façon extrêmement générale. Donc Google Analytics, nous on dit, en tout cas moi je dis que c'est le meilleur ami des spécialistes du marketing digital parce qu'il vous donne des informations et indirectement il va vous dicter la prise de décision et ça va être un des outils à disposition qui va vous aider à avoir un certain succès avec votre site internet. Alors le docteur Chris Dayagdad, j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'écorcher son nom, qui a écrit un livre qui s'appelle Du branding au retour sur investissement, est plus cash que moi sur le sujet. Néanmoins, voilà, c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir mettre sur nos sites internet, mais sur des applications mobiles également, sur tout ce qui est relié sur Internet et dont on est propriétaire, pour pouvoir comprendre, entre guillemets, ce qu'il se passe. Donc Analytics, ça sert à plusieurs choses. Ça permet de comprendre le comportement des utilisateurs. Alors là, pour le moment, je parle d'utilisateurs anonymisés. Pour moi, c'est important, puisque quand je vais dire dans la conférence les gens, par exemple, ou les utilisateurs, pour moi, c'est uniquement un chiffre, c'est un 1 au milieu d'un chiffre, quel que soit ce chiffre-là. Ça permet donc de comprendre le comportement. Comment est-ce que ces personnes se comportent lorsqu'ils se connectent à votre application ou encore à votre site web. À partir de ce comportement, des données qui sont collectées, vous allez aussi pouvoir analyser des tendances, donc des comportements qui sont récurrents dans le temps. Typiquement, vous avez un e-commerce qui vend des jeux pour enfants. Il y a de grandes chances que votre chiffre d'affaires, votre trafic et vos ventes augmentent avant la période de Noël. Et ce, toutes les années. Donc on va pouvoir voir ce pic d'activité récurrent dans le temps. Au même titre qu'il y a plus de trafic autour de la fête des mères et de la fête des pères à une certaine période de l'année, qu'il y a plus d'achats de bonnets de ski à une certaine période de l'année, c'est ce qu'on va appeler une tendance récurrente. On va aussi pouvoir comparer les sources de trafic et les appareils utilisés. La source de trafic, c'est l'origine, la provenance du trafic sur votre site. Elle peut être diverse, ça peut être des campagnes d'emailing que vous avez mis en place, ça peut être du trafic qui provient des moteurs de recherche directement, ça peut être du trafic qui provient des réseaux sociaux directement, qui provient d'autres sites web qui auraient un lien qui pointe vers votre site, ça peut provenir de campagnes publicitaires, et on va pouvoir de façon plus avancée, je vous le dis, je ne vous le montrerai pas dans cette conférence, on va pouvoir analyser uniquement, par exemple, le trafic qui provient de la publicité Facebook ou de la recherche organique sur Facebook pour voir si non seulement ce trafic est important, mais surtout s'il est qualitatif. Lorsqu'on parle d'entreprise, votre objectif c'est de vendre.
Après, voilà, l'argent, c'est un chiffre, enfin, c'est un mot qui fait souvent peur, qu'on n'aime pas utiliser, mais une entreprise, pour être rentable, ou en tout cas pour survivre, il faut qu'elle soit à l'équilibre après avoir payé toutes ses charges, salaires inclus. Donc votre objectif, ça va être de générer du chiffre d'affaires. Moi, je préfère avoir 15 visites sur mon site web et 5 ventes plutôt que 200 visites et 3 ventes. Je trouve ça beaucoup plus qualitatif. Ça me permet de mieux comprendre mes actions et de prioriser mes actions, donc potentiellement du temps, des ressources humaines ou encore des ressources financières sur des leviers qui vont m'amener des résultats. Et puis ça permet, donc lorsque vous mettez en place des actions, des stratégies web, de la modification de pages de votre site, vous accélérez le chargement de vos pages par exemple, d'évaluer la performance, le retour sur investissement de ces actions. J'ai effectué telle modification sur mon site, y a-t-il une variation dans les résultats obtenus? Et je vais les comparer bien évidemment à une période comparable. Lorsqu'on compare des choses, j'aime bien dire qu'on ne compare pas des pommes avec des poires, c'est bête, mais on le fait tous hein, dans la vie de tous les jours. Sur Internet, on a tendance à vite se perdre parce qu'un chiffre reste un chiffre et on ne se rend pas compte que ce chiffre n'est pas représentatif forcément de la même chose. Alors pour ceux qui parmi vous ont un magasin physique, une boutique, qui ont des bureaux dans lesquels ils reçoivent potentiellement de la clientèle ou des prospects, pour moi la meilleure façon de rentrer dans l'analyse de données, c'est de se poser la question de qu'est-ce que j'analyserais dans le monde réel. Est-ce que pour ceux qui ont des boutiques, vous regardez certaines choses pour rendre compte de l'état de la santé, entre guillemets, de votre business ou de votre magasin? Et ça, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. J'essaierai de faire un parallèle après entre le monde réel et puis la version web. Typiquement, avant d'ouvrir un magasin, surtout lorsqu'on a une vitrine, généralement, on va regarder le passage dans la rue. Ça fait partie des choses, généralement, qu'on prend en considération. On peut partir de ce passage devant la vitrine et on pourrait compter le nombre de personnes qui rentrent en magasin. Sur les personnes qui rentrent en magasin, on pourrait regarder les produits ou les rayons dans lesquels elles passent le plus de temps. On pourrait étudier le panier moyen en passage en caisse. On pourrait étudier le nombre de clients ou le chiffre d'affaires total par jour, voire par heure si vous avez un chiffre d'affaires qui est important. Toutes ces choses-là qui sont importantes dans le monde réel, elles vont être importantes pour votre site internet. Alors, on vous les a regroupées dans 4 grandes catégories. La première, c'est l'audience. Qui sont les personnes qui viennent sur votre site internet? Et encore une fois, quand je dis qui sont, c'est pas Michel, Martin qui habite à telle adresse, c'est une personne, enfin c'est un chiffre. On va pouvoir, si on active l'option et si les utilisateurs acceptent de partager cette donnée via leur compte Google, on va pouvoir avoir une tranche d'âge qui va sur des plages de à peu près 10 ans, suivant les tranches. Alors pour vérifier les données que vous transférez ou non à un moteur de recherche, si vous avez un compte Google, je vais vous partager le lien. Alors je suis désolé, mon clavier marche mal. Vous rendez sur account.google.com. Je vais vous partager le lien, donc c'est myaccount.google.com pour être précis. Vous allez dans la partie données et confidentialité et vous allez pouvoir paramétrer les données que vous transmettez à Google. Dans le cadre de Google, hein, si vous utilisez des comptes d'autres plateformes, d'autres entreprises, il y a de grandes chances qu'ils aient un équivalent. Allez voir ce que vous transférez. Là, c'est mon compte professionnel. Dans mon compte professionnel, il n'a pas vocation à savoir où je vais. Donc, par exemple, je bloque l'historique des positions. Sur mon compte personnel, j'utilise Maps pour trouver des itinéraires. Donc, j'ai activé les positions. À vous de trouver la configuration qui vous correspond le mieux. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse sur ce que vous partagez à Google. Vous pouvez décider de partager votre âge. Si oui, ces données seront remises dans des gros blocs de tranches de 10 ans. Ça vous permettra de savoir si votre population est plus ou moins âgée. Désolé du terme. J'ai appris que les seniors chez Pôle emploi, ça commençait à 45 ans. Donc je suis bientôt un senior, hein, je vous rassure. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas pour l'utilisation de ce terme. Vous pouvez savoir d'où ils viennent. Alors d'où ils viennent, c'est la zone géographique, voire la ville dans certains cas, ou le pays au sens beaucoup plus large. Si, imaginons que je travaille dans le tourisme, j'ai un camping, on va prendre le sud de la France. Quelle est la zone la plus touristique en Bourgogne?
je sais pas s'il y a des campings ou des zones extrêmement touristiques, mais imaginons qu'il y ait une population russe, par exemple, qui viennent Dans le en Morvan? tourisme, voilà, dans le Morvan. Le Jura et je suis un senior, bon, d'accord. Oui, non, mais tu comptes pas Lionel, toi. Le Morvan. Bon, je voulais pas rouvrir le débat sur l'âge des seniors pour Pôle emploi, c'était juste sur les tranches d'âge. Mais vous prenez une zone géographique, si vous êtes un camping et que vous vous rendez compte qu'il y a une grande partie de votre trafic qui vient d'Allemagne, par exemple, ça peut être une piste pour décider de développer votre site en allemand, de le rendre multilingue. Et quand on le rend multilingue, bah, autant l'adapter directement à son consommateur. Ça, c'est important aussi de partir du consommateur pour prendre des décisions pour votre entreprise et pas vice-versa. Quels sont leurs centres d'intérêt? Alors, il y a deux choses. Il va y avoir les centres d'intérêt et les affinités sur le marché. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'active et ça aussi, c'est les utilisateurs qui décident ou non de transmettre la donnée. Il faut qu'il y ait un minimum de données collectées pour que ça soit accessible dans vos interfaces, pour pas que vous puissiez remonter jusqu'à un consommateur. Le centre d'intérêt se base sur ce que vous aimez au sens extrêmement large. Par exemple, moi j'aime le modélisme et le maquettisme. Je serais dans centre d'intérêt modélisme et maquettisme. Par contre, l'affinité sur le marché est basée sur mes 2 dernières semaines de recherche sur Google. Encore une fois, si j'accepte de partager cette donnée, typiquement, je suis fan de maquettisme, mais depuis 2 semaines, je cherche des appartements à louer sur Saint-Étienne, puisque je suis à Saint-Étienne. Je serai en affinité sur le marché, en segment sur le marché, location appartement. Donc ça peut être intéressant aussi d'obtenir des informations, des bribes d'informations sur qui sont réellement les personnes qui viennent sur votre site, voire qui sont réellement les personnes qui convertissent sur votre site, qui effectuent une action forte, envoi d'un email, achat, etc. Mais je reviendrai sur la conversion dans une seconde. Et puis les technologies utilisées. La taille de leurs écrans, leur système d'exploitation, les navigateurs qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils sont sur tablette? Est-ce qu'ils sont sur téléphone? Ou encore, est-ce qu'ils sont sur un ordinateur de bureau? Ça vous permettra d'adapter, là aussi, votre communication. Il y a des stéréotypes qu'on pourrait tirer sur les utilisateurs d'Android ou les utilisateurs d'iPhone. Il y a des choses comme ça à prendre en considération. Les utilisateurs de Safari ont un comportement où Safari envoie des données que n'envoie pas certaines données qu'envoie Firefox, par exemple. Donc ça, c'est à prendre en considération pour comprendre les données que vous allez recevoir. En termes de comportement, si vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir, si bien évidemment vous avez une barre de recherche sur votre site, savoir quels sont les produits les plus recherchés. Alors ça s'active dans Google Analytics. C'est extrêmement important lorsqu'on a un e-commerce parce que c'est beaucoup plus simple d'aller sourcer un produit pour lequel j'ai déjà une demande que de créer de la demande pour un produit que j'ai déjà en catalogue. Donc savoir ce que les utilisateurs cherchent, savoir si une fois qu'ils ont cherché, ils ont acheté parce que le produit est présent, ou savoir s'ils ont cherché des produits que je n'ai pas, ça va vous permettre de pas prendre directement des décisions d'achat ou entrepreneuriales au sens large, mais ça vous donnera, encore une fois, des bribes d'informations que vous allez pouvoir utiliser. Combien de temps passe-t-il en rayon? Donc là, ça sera combien de temps passe-t-il sur une page ou une catégorie de produits et quels emplacements préfère-t-il? Ça peut être, par exemple, quels sont les liens les plus cliqués, à quels endroits sur votre site internet. En termes d'acquisition, on va pouvoir répondre à des questions comme quelles sont les campagnes de publicité qui sont les plus efficaces, quels sont les réseaux sociaux qui me génèrent des ventes, ou encore quelles sont les actions qui, enfin, au sens extrêmement large, qui vont générer du trafic sur mon site, et surtout, est-ce que ce trafic est de qualité? Est-ce qu'il convertit? Et ça me permet de passer à la 4e colonne. La conversion, ça permet de répondre à des questions comme les gens achètent-ils mes produits? Si oui, quels produits sont achetés? Est-ce qu'ils créent des comptes? Est-ce qu'ils s'inscrivent à ma newsletter? Bien évidemment, l'inscription à une newsletter pour une entreprise e-commerce, ça a moins d'importance qu'un achat ou une vente. Donc lorsqu'on parle de conversion, je reviendrai encore une fois tout à l'heure dessus, mais on va parler de macro-conversion. Quel est l'objectif principal que vous souhaitez atteindre avec une action que vous effectuez en ligne, ou des micro-conversions qui sont intéressantes à suivre dans certains cas, donc il va falloir configurer, mais qui ne sont pas la priorité de votre business. Vous êtes une société de service, votre
une de vos macro-conversions sera la prise de rendez-vous, par exemple, ou la demande de devis. Si vous êtes une société qui vend en ligne directement, ça sera la vente. L'inscription à la newsletter, c'est bien. Bien évidemment, une inscription à la newsletter, c'est de la donnée dans notre base email, etc. C'est exploitable, ça a bien évidemment de l'importance. Néanmoins, ce n'est pas notre objectif principal. Donc voilà sur ce qu'on pourrait analyser dans un magasin et comment on pourrait le transcrire, entre guillemets, dans le monde du web. Maintenant, on va s'attarder sur la démarche. Avoir des chiffres, je vous l'ai dit en introduction, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est encore mieux. Pour moi, la démarche analytique, elle est composée de 3 grandes étapes. La première, c'est la mesure, la collecte de cette donnée. Je vais collecter un maximum de données possibles. Ça me paraît somme toute logique, en tout cas en termes de quantité. Et je vais surtout collecter les données qui m'importent. Si j'ai un site e-commerce, il faut que j'active les paramètres e-commerce pour avoir ces informations. Une donnée, elle n'est jamais rétroactive. Si aujourd'hui vous avez un site e-commerce et vous n'avez pas de données de vente qui remontent dans Analytics et que vous l'activez, ou en tout cas que vous faites remonter ces données, vous n'aurez pas les données de vente d'il y a 1 mois, d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, même si vous y avez accès sur votre site web. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Donc, en amont, on va essayer de se projeter, de savoir quelles sont les données qui vont être pertinentes pour qu'on puisse répondre à des questions business plus tard dans le développement de notre stratégie en ligne. Une fois qu'on a ces données, on va les analyser. Attention, une solution d'analyse de données ne vous donnera jamais la réponse. Et je mets un L majuscule à la. La donnée vous permettra de remarquer qu'il y a des endroits où vous pouvez potentiellement faire mieux. Elle vous permettra de remarquer s'il y a des facteurs bloquants. Ça vous permettra d'émettre une hypothèse. Ça ne vous dira pas « il faut changer ça pour faire mieux ». Ça vous dira potentiellement « ici, il y a un problème ». Parce que vous allez voir par exemple que vous perdez 80% de vos utilisateurs entre le panier et le choix des livraisons. C'est pas normal, on va identifier ça. Et ensuite, on va se connecter à son site, on va regarder ce qui se passe, on va émettre une hypothèse, et cette hypothèse, on va la tester dans un cadre expérimental. On va mettre en place ce qu'on appelle des tests AB. On va par exemple mettre 2 versions de notre page en ligne et vérifier laquelle fonctionne le mieux. Une fois qu'on a répondu à notre hypothèse, on va pouvoir optimiser, faire en sorte que notre site convertisse mieux, ou optimiser notre communication, les mots qu'on utilise, les leviers sur lesquels on va se projeter pour obtenir de meilleurs résultats. Donc, est-ce que jusqu'à là, tout est bon sur le principe de l'analyse de données? Si c'est bon, je vais passer dans les 2 types de données. Alors, merci Madeleine, je vais attendre 2-3 retours. Je vous rappelle, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et ça, c'est peut-être la partie, je pense, la plus compliquée. En tout cas, la plus importante. Pour l'instant, Pierre, ça a l'air d'être clair. Voilà, bon, mais nickel, je vois des retours positifs, je vais pouvoir avancer. Il existe plusieurs types de données. Je vous l'ai dit en introduction, il existe des données quantitatives et des données qualitatives. Alors, je vais rentrer vraiment dans les 2 parties, mais sachez que ces 2 données ont leurs avantages et leurs inconvénients. La donnée qualitative, c'est une donnée qui permet de comprendre pourquoi et comment les internautes ont effectué une action. C'est une vision qui est extrêmement proche du consommateur, mais l'échantillon, donc la quantité de données qu'on va pouvoir analyser, il est plus petit, car il est plus compliqué à obtenir. Attention, si l'échantillon est trop petit, il peut ne pas être représentatif d'une masse. Je m'explique. Imaginons que vous envoyez un formulaire à 3 personnes que vous connaissez pour leur demander est-ce qu'on va prendre Tata Suzette, Tonton Gérard et puis votre maman, votre papa ou vos enfants. Vous allez leur poser la question est-ce que mon site il est joli? Il y a de grandes chances que toutes ces personnes vous répondent oui. Parce qu'ils ont envie de vous soutenir, parce qu'ils ont envie de vous pousser dans le bon sens, pour plein de raisons qu'on pourrait imaginer et qui peuvent être diverses et variées. Maintenant, si je prends uniquement ces données, donc 3 données, je vais dire mon site plaît à 100% des gens. Problème avec ça, déjà faire des pourcentages sur 3 résultats, ça me
paraît somme toute pas forcément pertinent. Et puis surtout, les personnes interrogées sont biaisées. On reviendra sur les biais plus tard dans la conférence, mais leur réponse n'est pas représentative de ce que pense un internaute, un client type de votre entreprise. Donc c'est pour ça que la donnée qualitative, elle est extrêmement difficile à faire remonter. Elle vous permet, entre autres, de comprendre ce genre de choses. Alors moi j'adore cette image parce qu'on le voit dans toutes les villes, on le voit même quand il y a des trottoirs ou non. Quand vous créez votre site web, vous faites des gros trottoirs bien carrés avec des angles propres qui sont bien pavés, etc. Et vous vous attendez à ce que l'utilisateur, lui, il marche sur le trottoir. Enfin, je pense que c'est ce que s'attendent les personnes qui font de l'urbanisme. La réalité du terrain, c'est que tout le monde va prendre le chemin qui l'intéresse le plus, même si c'est pour gagner une demi-seconde. Ça, c'est important de le comprendre, parce que là, techniquement, on peut améliorer l'expérience utilisateur. C'est une des choses qu'on peut faire avec de la donnée. Cette expérience utilisateur, on peut l'améliorer de plusieurs façons. On pourrait, par exemple, rajouter un trottoir qui coupe, ou faire en sorte que lorsqu'il pleut, les utilisateurs n'aient pas besoin de marcher dans la boue pour couper. C'est ce que vous allez comprendre avec votre site internet. Vous, les utilisateurs arrivent sur une page A, vous voulez qu'ils aillent sur la page C, en passant par la page B. Vous voyez que les utilisateurs, quand ils ont la possibilité, ils passent directement de A à C, faites en sorte qu'ils puissent passer de A à C beaucoup plus facilement. Que tout le monde ose prendre ce chemin balisé qui saute la page B. Sauf bien évidemment si la page B contient des informations essentielles, ça me paraît somme toute logique. Il y a plusieurs techniques pour collecter de la donnée qualitative. Alors il y en a un nombre incalculable de techniques, il y a des variations dans tous les sens, mais nous on les a regroupées dans 3 grandes familles. Il y a l'observation. Lorsque j'observe ce qu'il se passe, je peux le faire de 2 façons. Soit j'observe en incognito, donc j'observe sans être vu et sans dévoiler ma démarche de recherche. Là, on touche plus à la socio qu'à l'analyse de données. Mais si je vous observe et que vous ne savez pas que je vous observe, attention, vous ne savez pas que je vous observe, ça ne veut pas dire que je vous espionne. Vous ne savez pas que je vous observe et je ne vous dis pas pourquoi je vous observe, vous allez vous comporter d'une certaine façon. Si au contraire, je vous observe à découvert, je vous observe en ayant informé les personnes de ma démarche de recherche, vous allez vous comporter différemment. Là, on est dans de la socio pure. On peut aussi obtenir de l'analyse qualitative en entretien. Des entretiens, il en existe 3 grandes familles, directif, semi-directif et non directif, qu'on appelle aussi l'entretien libre. L'entretien directif, c'est entre l'étude qualitative et quantitative. Directif, ça veut dire que c'est moi qui dirige tout le long de l'échange et que je vais poser des questions courtes et fermées. Donc en fait, je vais vous poser par exemple des questions. Que pensez-vous de la propreté de mes trottoirs sur une note de 1 à 5 ? Utilisez-vous les trottoirs dans ma ville ? Oui ou non ? Ça, toutes ces données, je vais pouvoir les mettre dans un tableur et utiliser une formule, comme on ferait de la compta, pour dire combien de réponses oui, combien de réponses non, combien de réponses à 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Là, on est dans le fermé, mais il y a quand même quelqu'un qui pose les questions. Le semi-directif, on est déjà beaucoup plus dans le qualitatif. Le but, c'est de récolter des informations qui apportent des explications et des éléments de preuve à un travail de recherche. C'est des questions qui sont plus ou moins ouvertes. On va généralement avoir les deux, des questions fermées et des questions ouvertes. Et Nadia, c'est pas du tout une mauvaise question. La donnée au sens large, elle provient pas uniquement de Google Analytics. Si demain vous voulez pousser un produit sur le marché, ça va être important d'aller questionner vos personas, vos cibles en marketing. Après, ces données-là, vous allez les coupler, entre guillemets, aux données que vous avez de votre site web. C'est juste pour vous faire comprendre pour le moment la différence entre quantité et qualité en termes de données et comment on va les collecter. Dans Google Analytics, vous n'avez pas, on pourrait les avoir, mais ça nécessiterait une configuration particulièrement complexe pour pas grand-chose.
Il faudrait, dans tous les cas, que les utilisateurs répondent à des questionnaires. Après, vous pouvez faire un questionnaire en ligne ou en présentiel et noter à la main. Ça, on est plus dans l'organisation de l'entretien que dans l'analyse de la donnée elle-même. Est-ce que ça répond à votre question, du coup, Nadia? Ok, nickel. Bah, j'espère, Isabelle et Mickaël, que ça répond aussi à votre question. S'il y en a d'autres, encore une fois, surtout, n'hésitez pas. Et l'entretien non directif, je vais poser des questions générales. Je vais entre guillemets guider l'utilisateur, hein, mais je vais lui laisser des champs de texte pour répondre. Là, ça sera extrêmement dur de faire des statistiques dans un tableur. Par contre, je vais laisser à l'utilisateur, à la personne interrogée, la possibilité de me répondre librement. Du coup, il aura plus d'espace, il pourra utiliser les adjectifs qualificatifs qu'il souhaite, il pourra me transmettre les informations qu'il souhaite. Donc ça sera beaucoup plus riche en termes d'informations. C'est extrêmement pertinent en termes d'analyse, mais l'analyse en tant que telle est beaucoup plus compliquée. Donc voilà les 3 grandes familles. Ensuite, on pourrait analyser le comportement d'un individu en groupe ou en entretien collectif. En entretien collectif, donc c'est minimum 3 personnes, ça c'est pour la socio, hein, ce qu'on appelle un groupe en sociologie. Il y a 2 types de groupes qui vont induire des comportements et des réponses différentes. Il y a ce qu'on appelle les groupes homogènes. Un groupe homogène, c'est un groupe où les individus se trouvent des caractéristiques similaires. Ça peut être la profession, l'âge, une classe sociale, enfin on peut mettre n'importe quoi tant que eux se reconnaissent un critère commun. Souvent, ça va leur permettre de se sentir plus en sécurité. Et du coup, ils exprimeront leurs idées beaucoup plus facilement. Parce qu'ils ont moins peur du jugement, parce qu'ils sont dans un groupe avec des personnes qu'ils pensent pouvoir les comprendre. Là, on est purement dans de la socio, hein, encore une fois. Et puis après, on a les groupes hétérogènes. Dans ce cas-là, on a des individus qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même situation sociale, professionnelle, qui ne sont pas du même sexe, qui n'ont pas de caractéristiques communes au groupe en entier. Et dans ce cas-là, on va utiliser ces groupes pour chercher une diversité d'opinions. 2 utilisations différentes, 2 objectifs différents dans la démarche de recherche. Attention, lorsqu'on questionne un utilisateur, et ça c'est extrêmement important, lorsqu'on questionne un utilisateur, la façon dont on pose la question va induire une réponse. Si je vous pose la même question de 2 façons différentes, j'obtiendrai 2 résultats différents. Si on prend le sondage de tout à l'heure, hein, qui vous a été proposé en début de conférence, si la question avait été posée à la négative, ou si les réponses avaient été formulées différemment, il y a de grandes chances qu'on ait obtenu des pourcentages différents. C'est là que je veux en venir. Donc posez-vous réellement la question de est-ce que la façon dont je questionne mes utilisateurs, dont je rédige mes questions sur mes formulaires, est assez neutre pour induire des réponses que je vais pouvoir exploiter. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir en prendre conscience pour pouvoir le faire rentrer en compte lorsqu'on va analyser les résultats. Ça, c'est une des techniques d'analyse, plusieurs techniques d'analyse qu'on a à disposition. Il y a d'autres techniques pour l'analyse qualitative. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle une carte de chaleur. Une carte de chaleur, ça peut prendre plusieurs formes. Alors celle-ci, en particulier, c'est une carte de chaleur qui montre les clics utilisateurs sur une page de résultats Google. Et il me semble, je suis même quasi sûr, qu'elle a été utilisée pour définir l'endroit où est affichée la publicité dans un moteur de recherche. C'est la seule source de revenus pour Google en termes de recherche. Ils ont donc utilisé ça pour optimiser, entre guillemets, leur entrée d'argent. Vous allez pouvoir utiliser ce genre de carte pour mettre l'information la plus importante à l'endroit le plus utilisé, le plus cliqué par vos utilisateurs. Attention, on lit de gauche à droite et de haut en bas en France, hein, ce qui explique que souvent c'est en haut à gauche qu'on trouve les zones les plus visibles. Néanmoins, je vous invite réellement à collecter ce type de données sur vos sites pour avoir une donnée qui est spécifique à vos cas. Pour les utiliser, vous avez plusieurs solutions. Vous en avez une qui s'appelle Hotjar. Je vais vous les partager dans le chat. Hotjar est freemium.
Hotjar, il est là. Ça vous permet d'avoir des cartes de chaleur au clic. Ça vous permet d'avoir des cartes de chaleur par défilement aussi. Est-ce que les utilisateurs ont fait défiler ma page ou non? Si vous voyez qu'il n'y a que 10% des utilisateurs qui font défiler votre page, et vous allez voir, on perd très très vite les utilisateurs lorsqu'on fait défiler une page, est-ce que l'information cruciale à la prise de décision, elle est vue par tout le monde? Donc là aussi, ça va vous permettre d'optimiser votre site. Il existe une alternative qui est gratuite pour le coup, qui est mise à disposition par Microsoft et qui s'appelle Clarity. Hop, qui fait de la heatmap, et de l'enregistrement anonymisé de sessions. Je vous mets également, alors, je vous mets déjà Clarity dans le chat. Je pourrais vous montrer une démo tout à l'heure si ça charge assez rapidement pour qu'on ne perde pas trop de temps. Mais par exemple, dans les cartes thermiques, on va pouvoir aller regarder la carte thermique de la page prix. Bon, il se trouve que c'est gratuit, ils ont une page tarif, mais c'est gratuit. Et on va avoir ici par clic ou par défilement, et je vais voir où les utilisateurs cliquent et comment les utilisateurs font défiler la page. Ici, j'ai 100% des utilisateurs en rouge. Dès que je descends au pli moyen, là, je commence à avoir une déperdition d'utilisateurs. Alors ça, c'est une page qui est une page tarif, donc spécifique. Hein. Lorsqu'on cherche des tarifs, on cherche des infos. Surtout quand on vous dit que c'est gratuit, on a tous tendance à vérifier pourquoi en dessous. Si maintenant, je vais sur la page d'accueil, enregistrement, tableau de bord, carte thermique, la page, où est-ce que je peux changer la page déjà? Je vais mettre la page d'accueil. Je vais rester en défilement, il y a aussi la zone, mais vous avez compris le concept. Vous voyez qu'ici, dès que je descends en dessous du pli, ce qu'on appelle la ligne de flottaison en web design ou le fold en anglais, là j'ai déjà perdu 25% de mes utilisateurs. Ici j'en ai déjà perdu 40. Pour faire vous rendre compte de l'importance de mettre les informations le plus haut possible. Ça, c'est un type de données qu'on va pouvoir utiliser pour comprendre le comportement utilisateur. Est-ce qu'ils ont accès aux informations importantes? Je l'ai déjà dit. Quel est l'engagement aussi d'un utilisateur auprès d'une marque? Plus un utilisateur va aller chercher de l'information, plus on va dire qu'il est engagé par rapport à notre contenu. Et on pourrait aussi mettre dans l'analyse qualitative les contributions faites par des utilisateurs autour de vos produits ou de vos marques ou de votre communication en ligne. Il y a un certain type d'analyse sur les réseaux sociaux. Alors quand je dis le type de contribution, ce n'est pas le nombre de commentaires. C'est le contenu des commentaires qui, lui, sera qualitatif. Si vous comptez purement le nombre de commentaires, on sera dans du quantitatif, qui est le prochain type de données dont je vais vous parler. Alors, est-ce que sur données qualitatives, c'est bon pour tout le monde? Je vais m'arrêter à chaque fois pour vous demander. Moi, ça a été mon métier pendant très longtemps. Du coup, c'est possible que je passe en fait sur certaines notions sans forcément m'en rendre compte. Nickel, je vois un pouce bleu, oui, oui. Eh ben, écoutez, je vais. C'est chaud, mais ça va, Nadia? Ok, mais n'hésitez pas, hein, encore une fois. Vous avez, dans tous les cas, vous pouvez en reparler avec vos conseillers numériques, et puis vous pouvez aussi prendre des entretiens avec nous. C'est sans frais. On peut revenir, entre guillemets, sur ces sujets avec vous, si vous le souhaitez, dans votre cas particulier, voir ce que vous pouvez faire sur votre site et ce qui peut être pertinent. Donc, la donnée quantitative, elle permet de savoir qui, quoi, quand et où. C'est une vision qui est chiffrée et statistique. C'est un échantillon qui est large, puisque beaucoup plus facile à collecter. Et on peut prendre rendez-vous, je vous donnerai ça en fin de conférence sur la dernière slide. Je vous donnerai tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous. Par contre, vous avez la donnée, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous savez qui, quoi, où et quand, mais vous ne savez pas pourquoi. Il vous manque le qualitatif. Ça ne donne pas les motivations des consommateurs. C'est utile pour faire un portrait des tendances sur son site internet. Alors, dans le chat, n'hésitez pas à faire un retour à Noémie. Sinon, j'ai un autre micro que je peux brancher. Ça grésille un tout petit peu, ouais. Ouais, Pierre, ça s'est mis à grésiller il y a 2 minutes. Ouais. Attends, bougez pas, je vais essayer de brancher. J'ai un autre micro, je vais voir si ça le bascule dans Zoom. Alors, les contrôles.
Est-ce que là, ça tape sur le micro? Oui. Oui. Ok, donc c'est le nouveau micro. Là, normalement, le son devrait être bien meilleur. Sinon, c'est que c'est pas de mon côté. Non, c'est bon, Pour ça a le coup, changé. c'est un vrai micro. J'ai quitté le micro de l'ordinateur. J'ai pas pensé à le brancher tout à l'heure. Donc normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Oui, c'est mieux, ouais. Parfait. Typiquement, sur cette slide, vous connaissez, enfin sur cette vignette, pour être français jusqu'au bout, vous connaissez ce site. Vous devez reconnaître la version de droite. Il y a peut-être parmi vous certaines personnes qui ont connu la première version, qui s'appelait encore The Facebook et pas Facebook tout court. C'est avec ce type de données quantitatives, que Facebook a fait évoluer son site de la version A à la version B. Enfin, qui doit être la version XN quelque chose, hein, parce qu'il a évolué à maintes reprises. Donc c'est ce type de données qui permet de faire évoluer un site. Les seniors ont connu, oui. Même les pas seniors, du coup, hein, selon Pôle emploi, il me reste quelques années et j'ai connu cette version. Alors pourquoi l'analyse quantitative, elle est essentielle? Je vous ai dit qu'on allait pouvoir suivre des actions utilisateurs. Typiquement, un clic sur un bouton. Ici, vous avez deux versions d'un bouton sur Wikipédia. À gauche, vous avez un bouton bleu, à droite, vous avez un bouton vert. Et en dessous, vous avez un pourcentage. C'est le pourcentage de clics générés sur ce bouton. On voit que la version de droite a beaucoup plus de clics. Si l'objectif est de faire cliquer les gens, la version de droite est beaucoup plus efficace. Jusqu'à là, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, ce que je vous ai pas dit en disant qu'il avait changé de couleur, c'est qu'en fait, il y a plusieurs différences entre ces deux boutons. Est-ce que vous voyez l'autre différence? La flèche. Effectivement. Du moment où il y a deux critères différents, le problème, c'est que je ne peux pas savoir ce qui fait qu'on clique le plus. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la flèche? Ou est-ce que c'est le cumul des deux? Donc ça, en termes de test, pour moi, c'est un test raté, si je prends uniquement ces données-là. Le résultat est positif, donc bien évidemment, je vais pouvoir avoir de meilleurs résultats, mais le test en tant que tel est un mauvais test. Si j'avais voulu tester deux facteurs, il aurait fallu que je fasse un test avec le bouton bleu et le bouton vert, un test avec le bouton bleu et la flèche, un test avec le bouton vert et la flèche, et que je compare les quatre pour savoir réellement quelle est la meilleure des solutions. Alors faire des tests AB aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur à la plupart des personnes qui ont des sites internet, parce qu'on pense qu'il faut créer une nouvelle page de son site pour pouvoir tester. En fait, il y a un outil qui est tout bête, qui est tout simple et qui est gratuit, qui s'appelle chez Google Optimize. Alors attendez, je vais vous montrer Google Optimize. Alors je vais basculer sur mon navigateur personnel, une seconde. J'espère qu'il n'y a rien. Ok. Hop. Je vais fermer mes onglets perso si vous m'en voulez pas avant de vous le partager. Alors, Google Optimize. Et on va faire le test sur un site que j'ai, qui est mon CV. Hein. C'est un site tout bête, codé en HTML. Ici, on va faire le test sur est-ce que je peux modifier mon nom. Je vais le remplacer par, tiens, Tonton Gérard. Désolé s'il y a des Gérard dans le chat. C'est soit Tonton Gérard, soit Tata Suzette. Et la dernière fois, je suis tombé sur une Suzette dans la salle. Donc aujourd'hui, je prends Tonton Gérard. Je vais me connecter à Google Optimize. Alors, je vais l'installer sur mon site, hein, bien évidemment. Il y a un script à coller. Et oui, Isabelle, ça prend du temps. Ça, j'y reviendrai en conclusion sur le temps de déploiement et le temps d'analyse, parce que la donnée, et je ne suis pas tonton, ça va. Bon, ben parfait. Ici, je vais prendre donc le compte qui est lié à mon CV. Donc là, Pierre, on voit la page Google. Ah, vous voyez pas mon... Non, voilà. Tonton, il voit pas clair et il voit la page Google. Pas compris Google ou quoi? Alors, attendez. Nouveau partage. Je vais vous repartager mon écran. Chrome, desktop, ça doit être celui-ci. Voilà. Désolé. Donc là, vous voyez une interface d'outils avec créer une expérience. Oui. Je vais créer un test. Ce test, je vais le nommer test en cours. Je vais lui dire l'URL de la page que je veux tester, le type de test. Alors, il y en a plein, mais on va rester sur le test AB qui est le plus classique. Je
Je vais faire créer. Donc j'ai ma page de base et je vais créer une variante de cette page. Donc, je vais faire ajouter une variante, je vais l'appeler variante GG. OK. Ici, j'ai donc ma variante d'origine, la variante que je vais modifier avec mes modifications, et puis ici j'ai la pondération. La pondération, c'est la quantité de trafic que je vais envoyer sur les deux versions. Si vous avez un site à fort trafic et qui génère beaucoup de chiffre d'affaires, vous n'avez peut-être pas envie de faire un test avec la totalité de votre trafic. Vous allez le tester sur 10, 20, 30% pour maintenir une base solide. Donc ici, je vais faire modifier. L'avantage de cet outil, c'est qu'en fait, je vais modifier mon site directement dans un navigateur. Donc là, je vais le laisser charger. J'ai plus qu'à cliquer sur Pierre Benetton. Je vais cliquer modifier le texte. Alors, je pourrais modifier le code source directement et je vais l'appeler Tonton GG. OK. Enregistrer. Là, j'ai deux versions et c'est possible avec tous les sites. Oui, c'est possible avec tous les sites et c'est Google qui s'occupe de renvoyer les différentes versions de la page. Donc j'ai un site WordPress, je peux le faire. J'ai un site Ah oui, Wix. totalement, ouais. Oui, WordPress. En fait, c'est une surcouche Optimize qui vient se mettre sur le site. Ce qui peut se passer dans certains cas, mais là, à la limite, c'est de l'accompagnement un peu plus précis, c'est qu'on peut voir l'ancienne page avant la nouvelle pendant une petite seconde. Donc, c'est juste mettre les codes au bon endroit pour qu'ils soient déclenchés avant certains autres. Mais là, on rentre vraiment dans les détails. Vous allez voir, là, je vais vous partager le lien de mon CV et certains d'entre vous verront Tonton GG et certains d'entre vous verront Pierre Benetton. Donc là, j'ai mon cours, j'ai mon test avec une modification. Est-ce que ça nous fait descendre dans le référencement? Non. Google scanne la page d'origine. Donc ça n'a aucun impact sur votre référencement. Et ici, je vais lui dire la propriété Analytics à laquelle j'ai lié mon compte pour avoir des résultats sur mon test. Je vais lui dire l'objectif. Alors ici, je vais choisir dans une liste et je vais dire la durée de la session. Donc je vais regarder si les gens restent plus sur la version A ou sur la version B. Je pourrais mettre par exemple code coupon en bas de page et regarder si le défilement se fait plus ou pas. On peut être très très créatif avec tout ça. Et ici, j'ai plus qu'à mettre démarrer. On démarre le test. J'ai effectivement un test en cours. Je vais vous partager ce site que je vous invite à... Oula, mon clavier ne marche pas. Alors, je vous invite à vous y rendre. Non pas que ça change grand-chose d'avoir du monde sur mon CV, j'ai rien à vous vendre, et puis à la limite, vous connaître ma vie, c'est pas forcément votre objectif, mais dites-moi si parmi vous, il y en a qui voient ce fameux Tonton GG. Moi, je vais essayer, je vais changer de navigateur. Alors normalement, tout le monde ne verra pas le Tonton GG, hein. C'est normal si vous ne le voyez pas. Pas de Tonton GG, j'ai Tonton, et moi j'ai changé ma caméra sans le savoir. Super. Les raccourcis clavier. Moi j'ai vu Pierre Benetton s'afficher très rapidement, c'est passé Tonton GG. Et moi j'ai Tonton GG. C'est parce que du coup, c'est l'ordre d'affichage des scripts, enfin de lancement des scripts. On peut l'optimiser pour éviter c'est ce qu'on appelle le flickering, pour être précis. Ça peut se configurer de façon plus avancée. Moi, je l'ai juste mis rapidement pour faire des tests comme ça en live. Alors, je vais me permettre juste d'arrêter ce test, hein. Je vais éviter d'avoir mon CV avec Tonton GG dessus. Donc pour le terminer, il suffit de cliquer sur terminer et vous avez directement des statistiques. Alors l'avantage, c'est que Optimize vous dira quand votre test a obtenu assez de données pour être statistiquement fiable. Et il va vous envoyer un rapport avec les objectifs que vous êtes fixés. Donc je vais juste rebasculer rapidement sur la présentation. Donc je vais changer mon écran. Le voici. Donc ça, c'est du test AB. Si on fait du multifacteur, on crée plusieurs variantes. Dans Analytics, les données quantitatives, elles peuvent avoir deux noms. On parle de dimensions et de statistiques. Généralement, quand vous avez un tableau de résultats dans Google Analytics, la première colonne à gauche, c'est ce qu'on appelle la dimension. Si vous analysez le trafic par pays, par exemple, le pays ou la ville, ça va être la dimension. Et le nombre, donc là vous avez un chiffre, ça sera une statistique.
Donc, dans les grandes lignes, si vous voyez du texte, c'est une dimension. Si vous voyez un chiffre, c'est une statistique, un chiffre ou une durée. On peut avoir deux types de dimensions. Par exemple, je pourrais aller cumuler le pays et la source de trafic pour avoir uniquement les sources de trafic d'un certain pays. Ça, on va pas le voir dans cette conférence, mais sachez que si vous voyez utiliser le terme dimension secondaire, c'est juste qu'on rajoute une dimension à un tableau dans Google Analytics. Donc ça donne ce genre de tableau. Sur la gauche, ici, j'analyse la langue des utilisateurs qui se connectent à mon site. En dessous, je vais avoir fr-fr pour le français de France, le français général non déclaré, parce qu'il peut y avoir du français de Belgique, du français de Suisse, par exemple fr-be c'est la Belgique, fr-ch c'est la Suisse, en-ca c'est le Canada, fr-ca ça sera le Canada, c'est des codes de langue, hein, c'est des codes ISO, mais imaginons que je souhaite vérifier le pays, par exemple je veux savoir si les gens, toujours dans le domaine du tourisme, hein, si les Allemands qui viennent dans mon camping se connectent depuis la France, donc est-ce qu'ils sont déjà présents sur le territoire français ou est-ce qu'ils se connectent de chez eux? Pour moi, c'est très représentatif parce qu'ils ne sont pas au même moment dans leur parcours d'achat. S'ils sont déjà là, ils cherchent peut-être un truc tout de suite, alors que s'ils sont encore en Allemagne, ils sont en train de prévoir un voyage potentiellement dans la région, et du coup, ils ne sont pas au même moment dans leur parcours d'achat. Donc ça, c'est dans Google Analytics. Il va falloir, lorsqu'on parle de données, et là, ça va peut-être être un peu plus complexe, quoique, parler de KPI. KPI, c'est un terme, un acronyme qui veut dire Key Performance Indicator, que vous allez voir beaucoup, c'est juste un indicateur clé de performance. C'est un chiffre qui permet de comprendre si on atteint ou non un objectif. Des objectifs, on peut en avoir de tout type. Je peux avoir comme objectif d'augmenter mes ventes. Je peux avoir comme objectif de faire télécharger une application, d'inspirer mes consommateurs aussi, de leur donner envie, de créer une communauté, d'augmenter les ventes en magasin physique, parce qu'un site internet peut servir aussi de support à un magasin physique. Ça peut être d'augmenter les appels, d'augmenter le remplissage de formulaires, etc., etc., etc. Le but étant de trouver les actions fortes, pertinentes pour votre activité, et les actions moins importantes, les micro-conversions. À chaque objectif, à chaque moment dans le parcours d'achat d'un utilisateur, on va avoir des objectifs spécifiques. Pour être un client fidèle, il faut que je sois client. Pour être client, il faut que j'ai acheté. Pour acheter, il faut que je désire. Pour désirer, il faut que j'ai pris en considération. Pour prendre en considération, il faut que je connaisse. J'aime bien le faire à l'envers parce que souvent on voit nous des entreprises en entretien, quelle que soit leur taille, sauf des grosses entreprises qui ont des services marketing, mais qui veulent vendre à des gens qu'ils ne connaissent pas. La probabilité que quelqu'un achète un produit à une entreprise qu'il ne connaît pas ou un produit qu'il ne connaît pas, qu'il achète directement comme ça, elle est assez faible. Donc il va falloir que vous puissiez communiquer à chacune de ces étapes. Lorsqu'on parle de capter l'attention d'un utilisateur, on parle généralement d'une stratégie de notoriété. Lorsque je travaille la notoriété, je peux, par exemple, dans Analytics, prendre en considération le nombre de visiteurs. Là, je ne souhaite pas vendre, je souhaite uniquement générer du trafic sur mon site. Faire en sorte que mon message, mes produits, mon slogan, mes valeurs soient visualisés par le plus grand nombre. Lorsque je veux générer de l'intérêt ou comprendre l'intérêt d'un utilisateur, comment est-ce qu'on peut définir si quelqu'un est intéressé? On peut regarder déjà le temps qu'il passe sur nos pages. La durée moyenne de visite sur une page ou la durée moyenne d'une visite totale. On peut aussi savoir quelles sont les pages qui ont généré le plus d'intérêt. Donc les pages qui sont les plus visitées. Pour savoir si le visiteur désire quelque chose, comment est-ce qu'on sait qu'on désire ou qu'un visiteur désire? Souvent, l'achat, il ne se fait pas en une seule fois. Donc, est-ce que l'utilisateur, il revient plusieurs fois sur la page? Plus l'achat est important en termes de prix, plus la décision sera potentiellement longue et plus il reviendra. Il va peut-être regarder, découvrir le site sur son téléphone portable en allant au travail, il va re-regarder rapidement au bureau pendant sa pause café ou sa pause déjeuner, et puis le soir, en rentrant chez lui, il va se reposer, repasser du temps sur le site et potentiellement acheter. Et puis l'action, savoir si quelqu'un a effectué une action forte sur un site, on va parler souvent de taux de clic ou de taux d'envoi. Le taux de clic, ça peut être, ou de taux de conversion.
Sur de l'achat, on va pouvoir avoir plusieurs choses. Par exemple, le taux de clic, ça va permettre de savoir combien de produits ont été ajoutés au panier. Savoir combien de produits j'ai vendus, c'est bien. Savoir si les paniers achetés représentent 10% ou 90% des paniers générés, c'est encore mieux. Donc le taux de clic, pour l'ajout au panier, c'est une action. C'est déjà représentatif de l'action finale de l'utilisateur. Le taux de conversion, c'est le pourcentage de gens qui ont effectué cette action forte. Dans le cas d'un e-commerce, ça va être l'achat. Donc le nombre de pages commandes validées, visualisées, par exemple. Ou encore, pour une société de service, le nombre de formulaires envoyés. Alors le nombre de formulaires envoyés, c'est un peu... on peut savoir pas mal de choses avec ça. En tout cas, ça dépend comment on va le configurer. Je peux savoir combien de personnes ont cliqué sur envoyer. Le problème avec ça, c'est que c'est pas parce que j'ai cliqué sur envoyer que le formulaire, lui, il a vraiment été envoyé. Typiquement, j'ai oublié un champ obligatoire. Mais j'ai cliqué sur le bouton. Le mail, il n'est pas parti. Du coup, si vous basez uniquement sur le clic sur le bouton, vous n'aurez pas le même nombre de mails dans votre boîte mail que le même nombre de conversions sur Analytics. Donc il y a des façons de configurer le formulaire pour que ce soit uniquement les formulaires envoyés qui soient comptabilisés. Et on peut mettre dans le panier sans le valider. Oui, Isabelle, tout à fait. Par exemple, moi j'ai un compte Amazon, j'achète assez peu sur Amazon. Par contre, j'ai des paniers sur Amazon à plus savoir quoi en finir. Je dois avoir un panier qui doit valoir, je sais pas, 5 ou 7 000 euros, un truc comme ça sur Amazon. En fait, j'utilise ça comme mes favoris pour stocker les produits. Voilà. Bah, cette utilisation que moi j'ai du site, peut-être qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Voilà, vous aussi, vous faites ça tout le temps. Bah, pour une société comme Amazon, c'est extrêmement important de pouvoir le quantifier. Et pour vous, ça sera important de pouvoir le quantifier également. Oui, ou les listes d'envie, mais je trouve que c'est plus simple de mettre dans le panier, et puis tous les sites n'ont pas forcément des listes d'envie. Mais voilà, ça c'était un exemple. Un exemple sur le site Kiwi. Alors on va prendre deux sites. On va parler de différents types de pages et des objectifs qu'on peut rejoindre avec des pages. Et puis je vais essayer de remettre ma caméra correctement parce que ça m'énerve de voir un fond qui n'est pas ma propre image. Vous avez le logo OBS. Alors je sais pas comment je l'ai changé. J'ai dû faire un raccourci clavier sur mon ordinateur. Je vais essayer de résoudre ça. Désactiver, masquer. Vidéo, là. FaceTime. Me revoilà. C'est quand même plus sympa. Donc la page d'accueil d'un site, elle n'a pas vocation à vendre directement. On n'achète pas sur une page d'accueil. La page d'accueil, elle a pour vocation d'inspirer et de montrer une proposition de valeur forte. Il ne faut pas que j'ai à défiler. Ça, c'est du web design. Hein. On quitte l'analyse de données une seconde, mais l'objectif d'une page d'accueil, c'est vraiment de mettre en avant la proposition de valeur. Une page produit, elle a pour vocation de vendre. Donc il faut que je puisse obtenir la totalité des informations nécessaires sur le produit pour pouvoir passer à l'achat. Et puis il faut surtout que le bouton d'achat, il soit visible. Et encore une fois, qu'il soit visible sans que j'ai besoin de faire défiler. Et puis qu'il utilise le bon mot. Parce que si vous me mettez acheter ou si vous me mettez précommander pour de la précommande, c'est pas la même chose. Si moi je mets acheter et que vous me dites derrière prochaine livraison dans 3 mois, je vais pas être content. Donc si vous me dites acheter et qu'en fait c'est de la location, je vais pas être content. Donc dites tout le temps à l'utilisateur ce que vous souhaitez qu'il effectue. En termes d'action, ça c'est juste des bonnes pratiques en termes d'UX. Et puis sur des pages paniers, l'objectif c'est de permettre l'achat du produit facilement. Et puis de suivre aussi, si c'est en plusieurs étapes, permettre à l'utilisateur de suivre là où il en est. Il n'y a rien de pire quand on fait des formulaires à plusieurs étapes que de ne pas savoir quand va finir le formulaire. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à des grosses enquêtes. Ipsos fait partie des spécialistes à ce niveau-là. Vous allez remplir. Et puis, ça fait 5 minutes que vous êtes dessus et vous ne savez pas s'il vous reste 4 questions ou s'il vous en reste 70. Et ça, généralement, les utilisateurs n'aiment pas. Et quand un utilisateur n'aime pas, un utilisateur quitte. Rappelez-vous qu'un utilisateur ne vous doit rien. Un client ne vous doit rien. Par contre, vous devez à vos clients, entre guillemets. Non financièrement, mais en termes de qualité de service et de qualité d'expérience. Aujourd'hui, on utilise d'expérience utilisateur. Alors, sur Analytics, vous avez deux
taux qui peuvent être importants. Le taux de rebond, mais je reviendrai dessus très brièvement parce que on lit beaucoup de bêtises sur le taux de rebond sur Internet. Je vous expliquerai techniquement ce que c'est et après, libre à vous d'analyser les résultats que vous obtenez. Mais au moins, vous comprendrez techniquement ce que c'est. Et le taux de sortie, c'est le pourcentage de personnes qui ont quitté la navigation sur votre site à partir d'une certaine page. Si 100% de votre trafic quitte votre site à un moment, ça c'est normal, hein, ils vont tous quitter votre site à un moment, mais s'ils le quittent tous sur commande validée, moi je vous dis bravo. Ça veut dire que vous avez converti 100% des utilisateurs de votre site. La moyenne c'est 3%, hein, à peu près tout secteur d'activité confondu, des très bons taux de conversion, c'est un peu au-dessus de 3%. Donc si vous voyez, il me faut 100 visiteurs pour 3 ventes, c'est normal. Le taux de rebond, c'est uniquement technique. D'ailleurs, il n'existe même plus dans la nouvelle version d'Analytics. Ce qu'on lit sur Internet, c'est que s'il y a un taux de rebond élevé, ça veut dire que les utilisateurs ne sont pas intéressés. C'est vrai et c'est faux à la fois. Pourquoi? Parce que le taux de rebond, il y a du rebond. Donc il arrive sur une page et il repart. En fait, quand un utilisateur arrive sur une page, il y a un signal qui est envoyé à Analytics, qui est un signal de page vue. Tiens, il y a un nouvel utilisateur et une page vue. Si c'est le seul signal qui est envoyé, c'est du rebond. Maintenant, imaginons un site sur lequel il y a une seule page et sur lequel il n'y a aucun autre événement qui est envoyé. Une landing page publicitaire, par exemple. Et vous ne traquez pas les conversions sur les boutons. Dans ce cas-là, 100% du trafic que vous générez arrive sur la page et 100% du trafic quitte cette page. Parce qu'il n'y a aucun autre événement qui est envoyé à Analytics. Donc vous aurez 100% de taux de rebond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui a acheté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui vous a appelé. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à ce taux de rebond. Il peut être intéressant dans certaines situations, mais ne le prenez pas comme argent comptant, parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont des taux de rebond qui sont énormes, et il y a plein de raisons pour ça. Donc le rebond, j'arrive sur une page, je repars. Les causes du taux de rebond, ça peut être l'utilisateur va taper une nouvelle URL directement dans la barre, je reviens sur ma barre et je viens mettre google.com par exemple, je change l'URL. Ça peut être je ferme mon navigateur. Alors je vais éviter parce que sinon je vais fermer ma présentation. Ça peut être je ferme mon onglet, donc uniquement l'onglet dans lequel je suis présent. Ça peut être la mise en veille du dispositif. J'ai plus de batterie, mon ordinateur se met en veille, ou il s'éteint. Et puis ça peut être la déconnexion d'une session. Une session, quand un nouvel utilisateur arrive, il est dans une session utilisateur. La session maximum par défaut, ça peut être modifié, c'est 30 minutes. Ça veut dire que si moi, je me connecte à votre site e-commerce, je vais sur votre page produit, on m'appelle pour manger, ou je pars prendre une douche, ou je pars boire un coup, faire des courses, et je reviens 30 minutes après. Si je continue ma navigation sur votre site, ça sera une nouvelle session utilisateur. Pas forcément super important comme info, mais sachez. Le taux de sortie, c'est le pourcentage de personnes qui quittent le site à partir d'une page. J'arrive sur la page A, je visite la page B, je visite la page C, je quitte le site à la page C. Combien d'utilisateurs qui ont vu la page C ont quitté le site à cette page? Le taux de conversion maintenant. Le taux de conversion, c'est le pourcentage de visiteurs qui effectuent une action de conversion sur le site. Ça peut être un achat validé, un paiement réuni, un formulaire rempli, un fichier téléchargé, un abonnement à la newsletter, ces fameux objectifs que j'ai fixés tout à l'heure ou que je vous ai pris en exemple. Un tunnel de conversion en e-commerce, on pourrait le segmenter en deux parties. 100% des visiteurs qui viennent sur votre site voient votre site. Jusqu'à là, somme toute classique. Il n'y en a que 30% qui ajoutent au panier. Déjà, on pourra essayer d'agir sur les 70% qui n'ajoutent pas au panier. On en a 30% qui ont des produits au panier, et sur ces 30%, il en reste 10% qui accèdent au début du paiement. Donc là, déjà, on a un premier entonnoir. Qui commence un paiement? Qui commence une action forte de conversion? Et puis ensuite, on a ceux qui payent. Et là, on n'a plus qu'1,7%, ce qui est pas mal, 1,7%. Par contre, ici, on pourrait aller plus loin. Si votre site internet de vente, lorsqu'on clique sur acheter, c'est en plusieurs étapes, on pourrait segmenter ce dernier triangle, pardon. Qui s'est connecté? Qui a choisi un mode de transport? Qui a choisi un mode de paiement et qui a réussi à payer effectivement?
Si tout le monde a choisi un mode de paiement, mais que personne ne voit la page paiement, paiement validé ou commande confirmée, bah, ça sous-entend, entre guillemets, que j'ai un problème sur le paiement. Ça peut être j'ai mal configuré PayPal ou autre, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque à cet endroit-là. Si je perds tout le monde à la page livraison, bah, peut-être que ma livraison est trop lente ou elle est trop chère. Donc ça vous permet d'émettre des hypothèses. Donc dans Analytics, en combien de clics c'est l'idéal? Alors moi je fais partie des gens qui n'aiment pas les statistiques générales. Bah, c'est très variable. Typiquement, si je suis sur une page produit et qu'il faut que je choisisse la couleur, la taille et le message personnalisé, déjà j'ai 3 clics. Juste sur la page produit. C'est un cas extrêmement spécifique, hein, je le prends exprès. Vous achetez un vélo en ligne, est-ce que vous voulez tel type de pédale, tel type de guidon, est-ce que vous voulez un casque, est-ce que vous voulez ce genre, quelle couleur, quel sticker, est-ce que vous voulez une lampe devant, une dynamo, si vous devez tout sélectionner, c'est des clics à chaque fois en fait. Après, généralement, on dit qu'il faut qu'un utilisateur puisse effectuer une action de conversion forte en 3 à 5 clics maximum. Ça veut pas dire juste un vélo, oui. J'aurais répondu pareil que vous, hein, Nadia. Je prends cet exemple, c'est le premier que je prends. Si vous me revoyez en conférence, vous verrez que j'adore prendre des exemples stupides, parce que généralement, c'est ceux qui restent le plus dans la tête des gens à la fin de la conférence. En tout cas, c'est ceux qui, moi, me restent le plus dans la tête quand je participe à des conférences. Ça veut dire commencer, entre guillemets, le parcours d'achat. Ça veut pas dire finir complètement, puisque si c'est en 5 étapes, bah derrière j'aurai 5 étapes en plus à effectuer. Il existe aussi la possibilité de configurer son site e-commerce en une étape, rapid checkout, alors ça checkout express, enfin, ça a des noms différents suivant le CMS que vous utilisez. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que c'est une page. L'inconvénient c'est que du coup bah vous savez pas où les gens quittent. Et ça, moi c'est vu que j'adore l'analyse de données, bah, c'est de la donnée que j'obtiens pas, ou qui est très très difficile à configurer. On peut le savoir, hein, les champs de formulaire remplis, si oui, si non, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Moi, en bijoux personnalisés, les gens auront beaucoup de clics. Oui, oui, Isabelle. Mais par contre, si les gens sont intéressés, ils seront prêts à faire ces clics. Par contre, faites en sorte que ça soit rapide. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une action qui est mise en place, s'il faut que j'attende 2 secondes et qu'il y a 10 actions, vous me faites attendre 20 secondes. Et moi, même si j'ai rien à faire, je donne une valeur à ces 20 secondes de mon temps qui est extrêmement importante. Je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que Internet nous a rendus fainéants déjà et fait en sorte qu'on déteste attendre. En fait, on déteste attendre et on déteste chercher. En tout cas, moi, c'est mon cas, je sais pas vous, mais essayez de simplifier toujours la vie de l'utilisateur, essayez de simplifier son expérience, son ressenti de navigation sur votre site, et vous verrez que vos chiffres collectés dans Analytics ou vos chiffres web s'en porteront bien mieux. Donc Analytics, on peut choisir pour plein de raisons, hein. C'est un accès qui est rapide, c'est en libre accès, vous avez de la donnée en temps réel, et c'est agnostique. Alors, je vais rentrer de plein pied dans une question d'actualité. Ça vous évitera de poser la question, parce que je suis sûr que certains la pensent et n'osent pas me la dire. Analytics, c'est la RGPD. Parmi vous, il y en a certains qui ont sûrement entendu parler d'une sanction de la CNIL, d'une mise en demeure de la CNIL de certains sites internet en France qui utilisent Google Analytics. Alors, je suis pas juriste et je suis pas le communicant de Google. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai compris et la position actuelle de la CNIL sur le sujet. Une des problématiques, c'est que lorsqu'un site utilise Analytics, il y a l'IP de l'utilisateur qui va jusqu'au site. Ou en tout cas, l'IP qui se connecte. VPN, pas VPN, vous avez forcément une IP à un moment donné. L'IP, c'est l'adresse protocole. Oui. C'est l'adresse du dispositif par rapport à la connexion que vous utilisez. Typiquement, vous connectez avec votre téléphone, vous n'aurez pas la même IP qu'avec votre ordinateur. C'est considéré par la RGPD comme une donnée personnelle. Le truc, c'est pas que Google l'utilise, c'est qu'en fait, Google est une société américaine. Et que les sociétés américaines répondent, il me semble que c'est le Cloud Act, ne me prenez pas sur le nom
du contrat international qui fait que l'État américain a le droit d'intervenir sur de la donnée possédée par des entreprises américaines, quel que soit le serveur, la localisation du serveur sur lequel elle est stockée. Que ce soit en France, en Europe, ou aux États-Unis ou sur la Lune, ça ne change absolument rien. Ça vaut pour toutes les sociétés américaines, cette problématique. Donc la CNIL a déclaré que Analytics n'était pas RGPD friendly. Elle est partiellement revenue sur sa décision. Alors revenue sur sa décision, non, elle a complété sa décision en éditant, en rédigeant un article qui est présent sur son site qui parle de proxification. Alors, proxification, c'est quoi? C'est le fait de mettre un serveur intermédiaire. En fait, moi, utilisateur, depuis chez moi, je vais me connecter à votre site. Sauf que votre site, il charge Analytics. Donc moi, je charge Analytics. La problématique, elle est là. La proxification, c'est faire en sorte qu'il y ait un serveur intermédiaire qui, lui, charge le script Analytics et qu'il renvoie à l'utilisateur. Comme ça, ce serveur ne renvoie pas l'IP à l'utilisateur final. On peut anonymiser les IP dans Analytics de façon extrêmement simple, hein, c'est une case à cocher. Mais le script Analytics de base qu'on va charger, on va le charger sur des serveurs Google. Donc il y a la proxification. C'est un terme qui fait peur. Vous allez, je pense qu'il y a plein de solutions payantes qui vont fleurir dans les semaines ou mois à venir pour résoudre ce problème. Je suis convaincu que tout le monde avec un peu de connaissances techniques et d'accompagnement peut faire de la proxification tout seul. Donc ça, c'est pour la question CNIL RGPD. Faites attention parce que cette problématique, elle se pose pour beaucoup de solutions logicielles et pas uniquement Analytics. En fait, le cœur de la décision, c'est pas Analytics. C'est vraiment le transfert de l'adresse IP sur des serveurs qui sont possédés par une société américaine. Donc ça vaut pour Microsoft, en tout cas la problématique, même s'il n'y a pas eu de décision, ça vaut pour Shopify, ça vaut pour plein d'autres sites. Donc voilà, si vous vous posiez la question et que vous n'osiez pas me la poser, voilà la réponse, en tout cas, voilà ma position. C'est pour ça que je vous invitais au début à installer plusieurs solutions d'analyse de données, tout simplement parce que s'il y en a une que vous devez arrêter d'utiliser, alors la CNIL ne donne pas des amendes tout de suite, hein, la CNIL met en demeure de rentrer en conformité. Donc vous pourriez, libre à vous de prendre cette décision, jouer, entre guillemets, tant que vous ne vous faites pas, entre guillemets, titillé par la CNIL qui vous dit t'es pas en conformité. Après, moi, je m'amuserai pas avec la CNIL sur le principe, parce que je trouve que la RGPD est une réglementation qui est extrêmement bien faite et qui protège particulièrement les citoyens européens, non seulement en France, en Europe, mais aussi les citoyens européens ailleurs. La RGPD s'applique à toutes les sociétés dans le monde, pour toutes les données des citoyens européens, où que ceux-ci se trouvent dans le monde. Vous êtes à New York, vous vous connectez au site du Times, la RGPD s'applique. Voilà, pour faire simple. C'est la façon dont ça a été écrit. Et du coup, vrai Mickaël, Mickaël, n'hésitez pas à confirmer ou à affirmer ou à contredire ce que je viens de dire. En tout cas, c'est ma lecture des textes que j'ai pu faire. Revenons-en à Analytics. Analytics, il va y avoir 3 temps. Il va y avoir un temps de création de compte qui est extrêmement rapide. Donc on va sur Analytics, on se connecte avec son compte Google, c'est un outil Google, il faut un compte Google, on accepte la réglementation RGPD, on choisit l'environnement web, puisqu'on parle d'Universal Analytics, ou GA4 si vous souhaitez traquer de l'analytics et de l'applicatif et utiliser la nouvelle version de ce logiciel. On choisit la méthode d'installation, elle peut être diverse, soit je prends le code que Google me donne, et je vais le mettre sur toutes les pages de mon site, attention proxification. Soit je passe par un plugin, une extension, Wix, Shopify, WordPress, vous avez des plugins, vous allez mettre votre code, et ça, pour la question RGPD, si c'est la question pour Wix, faudrait voir comment Wix charge les scripts, et ça malheureusement, je n'ai pas la réponse à vous apporter. C'est vraiment solution par solution qu'il faudra voir potentiellement le problème. Soit vous l'installez via un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un gestionnaire de scripts. En gros, c'est un script que vous allez mettre sur votre site et qui va vous créer ce qu'on appelle un container, un espace qui va être chargé sur votre script et sur votre site, et dans lequel vous allez pouvoir ajouter des scripts selon certaines conditions. Donc il y a des balises, des déclencheurs. Une balise, donc du code, script ou HTML, sera déclenchée uniquement lorsque la condition nécessaire au déclenchement est active sur le site.
C'est un peu plus complexe, c'est très pratique pour faire de la configuration avancée, c'est gratuit, mais voilà, c'est un petit peu plus complexe. Et puis tester. Pour tester si ça marche, vous allez directement sur votre site et vous regardez dans la partie utilisateur en temps réel si vous avez des utilisateurs. Si oui, c'est qu'il y a des données qui sont envoyées. Donc ça, c'est déjà bien. Si vous activez le e-commerce, essayez de faire une transaction sur votre site pour voir si toutes les données remontent. Si oui, la configuration est bonne. Et puis quelques jours après, on va revenir pour vérifier la cohérence des données par rapport à ce que nous, on peut soit imaginer, soit obtenir via d'autres outils d'analyse. Donc naviguer dans Analytics, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir choisir des plages de dates. Vous allez pouvoir choisir des plages de dates soit prédéfinies, il y a un mois, il doit y avoir une semaine, soit des plages de dates personnalisées en cliquant sur le calendrier, et vous allez pouvoir les comparer à soit la même période le mois précédent, soit l'année précédente, soit à une plage de date personnalisée également. On fait attention à analyser une période spécifique. On fait attention à la spécificité de cette période. Si vous analysez Noël et que vous vendez des jeux de société et que vous le comparez au mois de mars, je pense que forcément, quand vous comparez, vous allez voir des trucs, vous allez vous dire « mon business s'effondre ». Non, vous comparez juste pas les bonnes périodes. On prend en compte des facteurs externes tels que via des commentaires. Sous tout graphique dans Analytics, alors je vais attendre que le GIF tourne un petit peu, vous avez, on le voit pas, vous avez une petite flèche sous les tableaux qui vous permet d'ajouter des commentaires. Très pratique les commentaires, parce que demain vous faites une campagne où vous avez un article qui est publié dans le journal local, ça aura sûrement un impact sur le trafic sur votre site web. Le problème, c'est que dans 2 ans, pour vous rappeler la période exacte à laquelle cet article a été publié, ça va être compliqué. Donc revenir avec des commentaires, ça permet de savoir ce qui se passe. Moi, je note très régulièrement déjà toutes les modifications que je fais dans la configuration, et puis surtout tout ce que je peux obtenir comme info extérieure. Il y a eu une pub télé, je vais le marquer dans Analytics. Pour savoir que ce pic, ouais, il y a un pic, oui, il est anormal, mais par contre, il est anormal, mais il a une explication. Donc il faut que je peux remettre cette donnée dans un contexte beaucoup plus général. On va donc utiliser le menu de navigation sur le côté. Vous avez en haut de quasi toutes les pages un graphique que vous pouvez afficher soit en jour, soit en semaine, soit en mois. Vous pouvez l'afficher en barre, vous pouvez l'afficher en ligne, en barre verticale ou encore en rond. Après, à vous de voir l'affichage que vous trouvez le plus efficace. Et puis en dessous, vous allez avoir vos données avec sur la gauche les dimensions dont on a parlé tout à l'heure et sur la droite les statistiques. On a par défaut 10 lignes de résultats sous un tableau. On peut en afficher plus. On peut monter jusqu'à 500. Je crois même qu'on peut monter à plus de 500. Si vous n'avez pas l'habitude de traiter des données, ne vous amusez pas à afficher 500 lignes. Vous allez vous y perdre. Après, si vous avez 10 résultats sur 40 ou sur 17, affichez les 17 lignes. Ne passez pas à côté d'une donnée comme ça, juste parce que vous ne la voyez potentiellement pas. Donc ça, sachez que vous pouvez le faire, et on peut monter jusqu'à 5000 lignes. Pardon. Il y a des segments utilisateurs. Un segment utilisateur, c'est je vais segmenter, d'où le mot segment, la donnée dans l'outil. Par exemple, par défaut, on a tout le temps un segment d'actifs qui s'appelle tous les utilisateurs. Si moi, demain, je veux regarder la pertinence d'une action marketing que j'ai menée sur Facebook, par exemple, je vais pouvoir créer un segment. Donc, je vais cliquer sur le plus, là, à côté, et je vais pouvoir soit créer un segment personnalisé, mettre tous les critères que je veux. Plus il y a de critères, plus c'est restrictif sur le trafic, bien évidemment, soit choisir des segments prédéfinis. Je pourrais dire, je veux analyser uniquement le segment des utilisateurs qui ont comme source d'acquisition Facebook. Voir Facebook, les publicités Facebook. Je pourrais analyser uniquement le trafic et le comportement des personnes qui ont effectué un achat sur mon site. C'est représentatif d'autre chose. Le parcours des personnes qui achètent n'est pas celui des personnes qui n'achètent pas. Et pas parce qu'ils ont acheté. Potentiellement parce qu'ils ont un rapport différent avec votre société. Donc la segmentation, ça permet ça. C'est au lieu d'avoir toutes les données à un endroit, on va pouvoir dire « je ne souhaite obtenir que ces données-là » pour être beaucoup plus rapide dans l'analyse et précis dans l'analyse. On peut avoir jusqu'à 5 segments personnalisés
d'actifs à la fois, enfin 5 segments, hein, donc celui par défaut. Et si vous en avez plusieurs, vous allez avoir plusieurs lignes. Vous voyez, là j'en ai 3, j'ai 3 lignes, une bleue, une orange, une verte, qui correspondent à mes 3 segments. Et dans tout mon tableau, mes lignes vont être multipliées par 3. Donc, apprendre, encore une fois, avec de la distance, lorsqu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de données, ça peut faire peur, mais c'est extrêmement puissant. Les commentaires, je vous en parlais. Donc, vous voyez, vous avez un tableau. Ici, j'ai un pic. On pourrait se dire, c'est le lancement du site web. Et il se trouve que non. Ça, c'est un site à moi, donc je sais ce qui s'est passé. En fait, c'est pas des visites, déjà, c'est le taux de rebond. Comme quoi, ce fameux taux de rebond, il veut rien dire. Parce que entre là, où c'est plat, à quasi 0%, et là où c'est à, il me semble que c'est entre 25 et 30%, il y a une seule chose qui a changé, c'est la configuration de Google Analytics. La personne d'avant l'avait mal configuré. À chaque fois qu'un utilisateur se connectait, il envoyait 2 signaux à Analytics. Donc ça avait pour effet de doubler le trafic, ce qui est jamais bon hein, en termes d'analyse. Quand on a des chiffres, il faut que les chiffres soient bons. Et du coup, rien qu'en résolvant ce problème, on se retrouve avec un taux de rebond qui est totalement différent. Donc ça, c'est juste pour vous dire, prenez-en conscience. Les commentaires vous servent à ça. Vous rappelez les actions qui ont été mises en place ici, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a une espèce de petite bulle de message pour vous dire temporellement où c'est que vous avez ajouté un commentaire. Quand on ajoute un commentaire, on va choisir la date, on va mettre le texte que l'on veut voir apparaître dans le commentaire, et puis on va choisir s'il est public ou s'il est privé. Public, ça veut dire que tous les utilisateurs qui ont accès au compte Analytics pourront le voir. Privé, uniquement la personne qui a posé le commentaire aura accès à ce commentaire. Les KPI de base. On va avoir les utilisateurs, les sessions et les nouveaux utilisateurs. Le taux de rebond, alors ça fait des mois que je me bats pour qu'on l'enlève, mais dans un an, on fera plus cette conférence, donc j'aurai partiellement eu gain de cause. On peut avoir le temps passé sur le site, le nombre de pages vues. On peut avoir des saisonnalités, des courbes, des évolutions statistiques. On peut avoir des objectifs réalisés, des performances produits ou encore du chiffre d'affaires. Sachez qu'il existe aussi une application Google Analytics. Elle a le don d'exister. Je vais commencer par moi. Ah, désolé Karine, si je vous ai perdu sur la dernière partie. Si déjà vous repartez avec l'analyse de données, la donnée elle doit être pertinente, il en existe 2 types et elle ne donne pas la réponse, mais elle me donne des pistes de réflexion. Si vous repartez uniquement avec cette notion-là, déjà vous avez fait un gros pas en avant dans l'analyse de données au sens extrêmement large, que ça soit sur Google Analytics ou sur tout type de données. Donc il y a une application mobile, elle est très pratique lorsque quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur un site et que vous êtes en déplacement. Vous avez accès à de la donnée sur un téléphone. Maintenant, après c'est la sensibilité de chacun. Moi, travailler sur des données sur un téléphone, j'ai toujours détesté ça. Que ce soit du Excel, du Sheets ou du Analytics, pour moi, un téléphone n'est pas adapté. Après, voilà, vous avez des petits rapports si jamais vous êtes en déplacement. Sachez qu'il y a des permissions optionnelles que vous pouvez donner à l'application, comme dans plein de cas. Toute application, vous lui donnez des possibilités. Vous pouvez lui donner accès à vos photos. Ça vous permet de sauvegarder certains rapports directement sur votre téléphone. Et puis, vous pouvez donner des autorisations au micro. Et dans ce cas-là, ça vous permettra d'utiliser la commande vocale dans l'application. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai jamais utilisé ni la première ni la deuxième des options dont je vous parle maintenant. Voilà, j'utilise juste le fait de pouvoir accéder à un tableau. Donc il y a 3 familles de rapports. Il y a même plus de familles de rapports. Il y a les rapports d'audience. Première grande famille. En fait, chaque rapport va être dans un menu avec un menu général. Le premier menu général va être audience. Ça permet de savoir qui vient sur mon site, d'où se connectent les visiteurs et la langue qu'ils parlent, quels sont les appareils et les navigateurs utilisés pour se connecter, ou encore, est-ce que mon site est adapté à mon audience. Alors, est-il bon de donner ces autorisations en matière de sécurité? Alors, je suis peut-être mal placé parce qu'il y a Google sur mon sweatshirt, mais je fais partie des gens qui, sur ces autorisations-là, je pourrais les donner si j'en avais l'utilité. Par défaut, je vous dirais, si vous n'utilisez pas une fonctionnalité, ne donnez pas accès à cette fonctionnalité.
Voilà. Et ça vaut pour tout type d'application, quel que soit l'éditeur, quel que soit utilisez uniquement ce qui vous sert. Typiquement, si j'ai une application de messagerie qui me sert à envoyer coucou ça va à mon petit frère, cette application n'a pas besoin de savoir où je me trouve, elle n'a pas vocation à accéder par exemple à la localisation de mon téléphone. Si par contre je veux géolocaliser mes photos parce que je les utilise dans une application de carte et que je veux qu'elles se positionnent automatiquement, bah là je donnerais peut-être l'accès à la localisation à mon appareil photo. C'est vraiment à vous. Après, en termes de sécurité, quelles que soient les grosses marques, et pas uniquement Google, hein, mais Google, Microsoft et Amazon, et rien qu'en regroupant ces trois-là, si on rajoute IBM, on doit avoir 80% des serveurs du monde, et quelle que soit la marque ou l'entreprise que vous cherchiez en France, hein, ça fait quand même partie des entreprises qui sont les mieux sécurisées. Ils mettent des budgets, ça je peux vous le dire, ils mettent des budgets de ouf et les ingénieurs sont loin d'être des gens qui sortent d'études, ils les trient vraiment sur le volet. Après, toute donnée que vous ne souhaitez pas partager, bloquez la permission. Voilà. Si vous n'avez pas besoin de la fonction, je pense que je peux pas vous donner meilleur conseil que celui-là. Mais libre à vous, bien évidemment, de ne pas être d'accord avec moi. Donc les données démographiques, elles me permettent de savoir, alors dans le cas présent, je vais juste pas m'arrêter sur les graphismes ou sur les images sur la droite, mais ça me permettrait de savoir que mes visiteurs ont entre 16 et 35 ans, par exemple, que c'est principalement des hommes. Je fais attention entre la cohérence entre les profils de visiteurs de mon site et l'évolution de mes données selon mes opérations commerciales. On remet toujours la donnée dans un contexte. Et puis, ça me permet de retravailler le contenu de mon site. Si je sais que les gens qui viennent chez moi, c'est des hommes jeunes, bah, je vais pas communiquer de la même façon en termes ne serait-ce que de wording, donc de mots utilisés, que si c'était des vieilles, des femmes d'âge mûr. Voilà. Ou plus que mûr. Désolé de ce raccourci. On pourrait faire le contraire, hein, bien évidemment. Le but, c'est pas de rentrer dans des stéréotypes. Les données géographiques, ça vous permet de savoir d'où vient votre trafic. Oui, Nadia, désolé. On va dire plus de 80 ans. Voilà. Bah, Analytics s'arrête à 65, donc on va dire plus de 65 ans. De langue anglaise, et le trafic sur les autres pays est bien réparti. On va prendre une planche de dates représentative, donc pour avoir assez de données pour que ça soit statistiquement fiable. On fait attention aux pics de connexion de pays inhabituels. Si demain vous avez 29 000 connexions sur la journée depuis, j'en sais rien, moi, l'Allemagne, alors que vous n'avez jamais de connexion d'Allemagne, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être un souci, que cette donnée, elle n'est pas représentative. Donc ça, on va pouvoir y faire attention. Ça permet de choisir la langue principale de son site. Ça permet, entre autres, d'étudier le besoin d'une version multilingue. Et si on décide de faire une version multilingue, quelles sont les langues à prioriser. Ensuite, on a l'acquisition. L'acquisition, c'est quelle est la typologie de trafic, d'où est-ce qu'il provient. Ça me permet de savoir, par exemple, si les posts que je fais sur les réseaux sociaux fonctionnent de deux façons. Un, est-ce qu'ils amènent du trafic sur mon site? Et deux, est-ce que le trafic est qualifié? Et puis, ça me permet aussi de savoir quel site parle de mes contenus, puisque si on parle de vous et qu'il y a un lien vers votre site, Analytics vous permettra de le savoir. Et Béatrice, il n'y a absolument aucun souci. Désolé, je prends un petit peu plus de temps que prévu, mais on arrive à la fin. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Donc ça ressemble à ça, un rapport d'acquisition. Vous allez dans le menu acquisition, ça permet de savoir d'où viennent les visiteurs, si le trafic provient d'une source particulière et est-ce qu'il est qualitatif. Ça me permet de mesurer l'efficacité de mes campagnes. On peut affiner l'analyse pour chaque source de trafic. Donc l'acquisition, Facebook, Google, pub, pas pub, etc. Ça me permet de ne pas me baser uniquement sur le nombre de visiteurs. J'ai 10 ventes sur mon site, j'ai communiqué sur Facebook et dans ma newsletter, j'ai 50 personnes dans ma newsletter et 10 000 personnes sur Facebook. Par défaut, tout le monde penserait que les conversions viennent de Facebook. Parce qu'il y a tellement plus de monde que ça peut venir que de là. Dans la réalité, souvent, il y a une grande partie des conversions qui viendront de votre emailing, par exemple. Donc ça évite de prendre de mauvaises décisions. Et on fait attention aux sources les plus pertinentes. Lorsqu'on parle de source, il y a la source et le support. La source, c'est l'origine. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Bing, etc., etc. Et le support, c'est le type de publication. Est-ce que, par exemple, c'est un clic organique, donc naturel? Est-ce que c'est du CPC? Coût par clic, ça sous-entend publicitaire.
coût au clic. CPM, coût pour 1000 affichages. Ça aussi, c'est de la publicité. Le display, c'est un autre type de publicité. Le référal, c'est quelqu'un qui envoie depuis un autre site un lien vers le vôtre. Les canaux d'acquisition, donc ça c'est le regroupement dans une famille plus générale de la source et du support. Est-ce que c'est du trafic direct? Est-ce que c'est du trafic naturel? Est-ce que c'est du trafic lien référent? Est-ce que c'est de la publicité payante? Est-ce que c'est du display? Ou est-ce que c'est autre? Autre, c'est généralement quand Google ne peut pas le regrouper dans une des catégories que vous avez au-dessus. En termes de comportement, on peut savoir quelles sont les pages qui attirent le plus de visiteurs, quelles sont les plus importantes, les plus recherchées, quelles sont les pages qui génèrent un passage à l'action, quelle page j'ai vue avant d'aller sur votre page contact et de vous contacter, quel est le flux des visiteurs sur un site internet. Ça, on va pouvoir avoir en cliquant sur une page, de cette page, il y a X% des gens qui ont quitté le site, X% qui ont été là, X% qui ont été là, et après ils ont été là, etc. Ça vous fait une cartographie, entre guillemets. Et puis, que cherchent les visiteurs sur mon site, les mots-clés qu'ils ont tapés, mais ça, c'est une configuration additionnelle. Donc, le rapport de comportement se trouve là aussi dans le menu à gauche. Les pages consultées vous permettent de savoir ce qui suscite de l'intérêt. On fait attention au taux de rebond, mais encore une fois, le taux de rebond, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On regarde surtout le temps passé, le taux de sortie. On contextualise bien évidemment ces données, et puis ça permet entre autres de retravailler son tunnel de conversion et de modifier vos pages en réalisant des tests, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ces fameux tests AB. Les pages de destination, c'est les premières pages qu'ont vues les utilisateurs en venant sur votre site. On fait attention au segment utilisateur à chaque fois lorsqu'on active un segment. Donc lorsqu'on active uniquement une partie de notre trafic en analyse, ce segment il reste actif tant qu'on ne le désactive pas. Donc ça, pensez-y. Si vous en activez un, pensez à le désactiver quand vous en avez plus besoin. On regarde la cohérence entre la maturité des prospects et la page associée, et on va retravailler nos sources d'acquisition pour renvoyer vers les pages les plus pertinentes et modifier nos pages pour qu'elles convertissent le plus en réalisant des tests. Les pages de sortie, c'est la même chose, mais c'est les dernières pages que voient les utilisateurs. Comment faire en sorte qu'ils restent? Est-ce que c'est normal qu'ils quittent le site à cet endroit-là ou pas? Donc voilà pour cette conférence. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Je sens que la dernière partie sur l'Analytics, l'interface même d'Analytics, c'est normal pour ceux qui n'ont jamais ouvert Google Analytics, de voir une interface pour la première fois, ça fait peur. La donnée au sens large et Google Analytics, vous pouvez passer des heures et des heures à l'intérieur en ne voyant jamais la même donnée. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, si vous vous lancez dans l'analyse des données que vous avez collectées, c'est vraiment de vous poser une question avant d'ouvrir Google Analytics, de dire aujourd'hui je souhaite comprendre ça et quelle donnée peut me permettre de le comprendre. Et vous allez chercher uniquement cette donnée. Sinon, vous allez y passer des heures, vous allez vous dire ah, je peux voir ça, je peux voir ça, je peux voir ça, je peux voir ça. Vous allez perdre une après-midi entière et puis la donnée dont vous aviez besoin, soit vous ne l'avez pas trouvé, soit vous ne l'avez pas vu, soit vous vous êtes posé d'autres questions en voyant d'autres données. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Lorsque vous allez analyser de la donnée, quelle que soit la solution, posez-vous une question, donnez-vous un objectif, entre guillemets, cherchez, réfléchissez à quel type de données peuvent vous apporter une réponse et allez chercher cette donnée en particulier. Et oui, Nadia, c'est comme toutes les interfaces, c'est une question d'habitude. La première fois qu'on a ouvert Facebook, on s'est dit oula, c'est quoi cette usine à gaz? Où est-ce que je publie? Où est-ce que je rajoute une photo, etc. Et puis avec l'habitude, il y a des réflexes qui se mettent en place. On peut sauvegarder certains rapports personnalisés. Enfin, c'est un peu plus avancé, mais on pourrait vous le montrer. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai passé un bon moment avec vous. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Je vais me permettre de vous partager le lien pour prendre des entretiens. On n'est pas là pour remplacer vos conseillers, on n'est pas là pour remplacer la CMA. J'ai aucune idée de l'économie de votre zone, j'ai aucune idée des secteurs d'activité, de vos spécialités métiers. Donc là-dessus, je ne suis pas la personne à contacter.
Vous êtes déjà sûrement très bien accompagné à ce niveau-là. Mais sur des questions potentiellement plus techniques, vous voulez un avis externe, vous voulez savoir ce qu'on pense de votre site web. Alors, ça ne sera pas la réponse, le moteur de recherche Google, mais on peut vous donner notre avis, on peut vous donner des pistes de réflexion, on peut vous accompagner dans une certaine réflexion et on le fait du coup sans frais et avec plaisir. Donc, nos limites, c'est on limite les entretiens à 1 par semaine. Et là, avec les vacances, si vous en voulez en septembre, commencez à les prévoir maintenant. Parce que j'aime bien avoir des personnes en entretien, mais j'aimerais bien partir 2 semaines en camping aussi, profiter de mes vacances un petit peu comme tout le monde. Et puis la deuxième limite, c'est qu'on ne fait pas les choses pour vous. On n'est pas là pour remplacer des agences, on n'a pas le droit de prendre ni le contrôle sur vos comptes, que ça soit web, analytics ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous demander de nous partager votre écran. Faites attention à ne pas nous partager des données clients, etc., etc. Mais on peut, voilà, c'est un plaisir pour nous de vous accompagner si vous rencontrez des difficultés. Et merci du coup pour vos différents retours. Désolé pour la densité. Ça a beau être une intro, hein, l'analyse de données, c'est des stats. Et les stats, moi qui détestais les maths à l'école, alors que j'adore faire de l'analyse de données, quand j'ai découvert ça, j'ai vu ça comme un gros pavé qui est tombé sur mon bureau et j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? C'est une peur en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et vraiment, sincèrement, ça passe très très rapidement quand on commence à prendre des réflexes. Après, c'est un outil à prendre en main aussi. Voilà. Faut pas hésiter quand on l'a installé à regarder, essayer. Voilà. C'est à prendre en main. Donc, retenez que on peut vous accompagner, mais aussi des coachs. Vous avez des coachs personnalisés sur Google. On a parlé de site internet, mais ça, Pierre, vous pouvez le faire aussi sur d'autres sujets informatiques. Oui. Et je reviens aussi sur Google Analytics. Si vous avez déjà un site, allez vérifier si vous êtes passé par un prestataire. Est-ce que déjà cet outil n'a pas déjà été mis en œuvre sur votre site? On s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui ont l'outil et qui ne le savent pas. Ouais. Ou alors le prestataire leur fait payer très cher l'analyse de données alors que vous devriez avoir accès, parce que tout ce que vous a présenté Pierre tout à l'heure, c'est des choses gratuites. Après, bien sûr, il faut savoir les traiter. Mais quoi je dirais, moi j'ai l'habitude de dire, s'il vous plaît, ne payez pas des choses gratuites. C'est exactement ça, ouais. Le rapport en tant que tel, le chiffre, on peut l'automatiser. Pour être totalement transparent avec vous, on peut envoyer des rapports de chiffres de façon totalement automatisée aujourd'hui et avec des solutions gratuites. Après, ce qui va faire la différence potentiellement entre certaines agences et d'autres, ça va être l'analyse que eux font de ces chiffres, la valeur ajoutée qu'ils peuvent ajouter et apporter à votre entreprise. Mais si c'est du chiffre pur, allez les chercher vous-même. Voilà. Donc, on peut vous accompagner, Google ou les coachs Google, on peut vous accompagner pour mettre en place ces outils. C'est un sujet qui était très, très complexe. Vous nous avez apporté, je dirais, beaucoup d'outils. Et même la première partie, elle était très intéressante parce qu'on peut l'adapter à même si on fait du commercial sans passer par le web. C'était, voilà. Je tenais à vous remercier sur cette présentation. Elle méritera d'être vue. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous ressolliciter. Et avec Mélodie, Pierre, on va remettre aussi nos coordonnées. Oui, bien sûr. Hop, voilà. J'arrête le partage. Hop. Allez, hop. Alors, pourquoi j'arrive pas à arrêter le partage? C'est pas grave. Bon, nickel. Voilà. Non, force, Thierry, c'est pas grave. Voilà, hop, j'ai repris la main. Ça me va, ça m'évite de faire la démarche. Voilà. Donc, vous avez nos coordonnées qui s'affichent, vous les recevrez aussi par mail. Et après, aussi, nous, on travaille avec les coachs, avec les coachs Google. On peut vous accompagner, on travaille même ensemble. On a fait au premier semestre des réunions en présentiel avec les coachs Google. On a fait dans 4 départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Et d'ici la fin de l'année, dès septembre, le van Google va parcourir la Bourgogne-Franche-Comté et aller visiter les 4 autres départements qui n'ont pas été, sur lesquels vous n'avez pas fait vos conférences. Et je peux déjà vous annoncer que l'année prochaine, il est prévu aussi que le bus, le Google Van, revienne en Bourgogne-Franche-Comté et qu'on puisse aussi se revoir en physique, échanger. Échanger. Tout à fait. Venez boire un café avec moi. Voilà. Et posez vos questions. Et puis, la traditionnelle petite question derrière, s'il y en a qui souhaitent être contactés, accompagnés, on vous fait passer le petit sondage et puis on pourra échanger
On reste disponible pour vos questions, n'hésitez pas. Donc, je sais pas si... Nadia, la vieille viendra pour prendre le café. Et ben voilà. Je ne sais pas du tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, on s'entendra bien parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'humour. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Mélodie. Non, pas d'autres questions, beaucoup de merci. Donc, ça fait plaisir, c'est qu'on ne s'est pas trompé pour ce dernier thème de la semaine. Et merci à tous d'avoir été présents cette semaine. Ça fait plaisir. Et puis, on voit qu'on répond quand même à vos demandes. Donc, voilà, c'est le but. Et c'est vrai qu'après, nous, on décide des thèmes, mais on ne sait jamais trop. On est comme vous dans vos entreprises. Donc, merci pour vos retours positifs. C'est gratifiant, ça fait plaisir. Et on se dit qu'on est aussi sur la bonne voie, quoi. Faites aussi part de sujets que vous voudriez qu'on aborde. On est aussi preneur d'idées parce qu'on va travailler, on va prendre des vacances, mais on va aussi travailler pour le mois d'octobre pour présenter une deuxième semaine du numérique en octobre. Les dates sont à peu près fixées. On va commencer à travailler les thèmes. Et donc, n'hésitez pas à nous faire remonter des sujets pour lesquels que vous voudriez qu'on traite. Ça va nous donner des idées pour proposer encore ces séries de webinaires. Voilà, donc je vois des choses passer, je vois des choses aussi. Droit d'image, voilà, c'est des choses qu'on a eu des remarques et des demandes, donc on va prendre note, voilà. Un peu d'INPI, quoi. Eh bien, écoute, Mélodie, je vais te laisser le mot de la conclusion. Écoute, on l'a déjà dit. N'hésitez pas aussi à retrouver l'ensemble des... Alors, il va y avoir certains replays de certains webinaires de cette semaine. Ils seront disponibles sur notre site internet ou plateforme artisanat-bfc.fr. Je vous ai mis les mots-clés dans le moteur de recherche parce qu'on peut se noyer dans les informations sur notre site. Ce n'est pas nous qui le gérons, donc c'est pour ça. Donc, n'hésitez pas à taper numérique ou webinaire et comme ça, vous retrouvez directement la bonne page et vous pouvez revisionner les webinaires disponibles. Et il y a aussi quelques fiches pratiques qui peuvent vous intéresser dans vos activités respectives. N'hésitez pas à y faire un tour. Et puis après, la porte des chambres des métiers reste ouverte et les coachs Google aussi restent disponibles, comme tu nous l'as expliqué, Pierre. Donc, merci encore pour cette semaine. Et puis, je pense qu'on a bien clôturé cette semaine du numérique. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.